Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je suis Marie, je suis responsable du village Baïséa, donc ici, Provence-Côte d'Azur. Notre mission, c'est d'être un campus business finance et donc d'apporter des connaissances et des savoirs sur les sujets de finance, de vente et de stratégie d'entreprise pour ériger des barrières à l'entrée et pouvoir continuer à exister dans le temps. Donc ça, c'est notre mission. On travaille, bonjour, bienvenue. On travaille pour des entreprises innovantes de notre territoire. On travaille aussi en alliance avec Villa Blue chez Robertet. Notre enjeu, c'est comme on maîtrise des savoirs sur les sujets de vente, de stratégie financière, c'est d'en faire profiter le plus grand nombre pour créer de la richesse sur le territoire. On est une émanation totalement financée par le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Et donc, notre mission, c'est d'être utile au territoire. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, et notamment par un programme événementiel. Donc, vous aurez un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de pilotage financier de l'entreprise. Alors, pourquoi on a fait cet événement-là? La gestion de la trésorerie, tout le monde le sait, c'est le nerf de la guerre. Bon, tout le monde a l'air d'être à l'aise avec l'idée. Et pour autant, tous les dirigeants avec lesquels on travaille, et pas forcément que des startups, des entreprises aussi aguerries qui font pas mal de chiffre d'affaires, qui existent depuis des années, ne maîtrisent pas forcément si bien que ça les sujets de pilotage financier de l'entreprise. Et on avait envie du coup de faire un événement très axé sur les dirigeants de notre communauté. Donc ce matin, vous allez pouvoir échanger avec un dirigeant d'une start-up de chez nous qui effectivement a structuré sa façon de piloter son entreprise suite aux séances de travail qu'on a pu faire ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que Abid, donc, qui va commencer cette conférence, enfin cette conférence échange, vient aussi du monde de l'expertise comptable, donc ce qui est extrêmement rare dans l'entrepreneuriat. Il va nous parler justement de cette alliance avec son associé qui était vraiment plus sur la mission sociale, la création de la raison d'être de cette société, qui lui est en passe à aller chercher les clients, des partenaires financiers, des partenaires stratégiques aussi. Et puis après, il y a le pendant qui est effectivement le pilotage financier de qu'est-ce qu'on peut dépenser aujourd'hui, combien nous coûte le fait d'avoir un client, etc. Donc l'idée, c'était de donner la parole effectivement à ce start-upper. Et puis après, on voulait donner la parole aussi à des chefs d'entreprise peut-être un peu plus aguerris, d'entreprises partenaires ambassadrices de chez nous, avec cette dimension de, tiens, quelle est la mission finalement du comptable et quelle est la bonne alliance entre le dirigeant et les comptables? Quelles questions il faut se poser quand on choisit son comptable? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui et qu'est-ce qu'on ne doit pas attendre de lui aussi? Donc, on a Nicolas qui va venir aussi nous parler un peu de retour d'expérience, parce qu'il est expert comptable de start-up depuis quelques années maintenant. Et l'idée, c'est qu'il puisse aussi échanger avec vous sur les bonnes pratiques qui font qu'on arrive à bien grandir, et puis les pratiques un peu plus limitantes et les dommages collatéraux que ça pose à côté de ça. Pardon. Ce matin, on devait avoir aussi l'intervention de Sacha, qui est directeur financier d'Agica Group, qui est un autre partenaire ambassadeur. Et il s'avère qu'en fait, il est en plein closing de cession de certaines activités du groupe. Et ce matin, il me dit, voilà, j'ai reçu les contrats, ça ne va pas du tout. Donc, comme il faut qu'on signe ce matin, donc on espère pouvoir l'avoir avec nous, mais ce n'est pas sûr. Et c'est un exemple très représentatif de votre vie de dirigeant, c'est-à-dire que des fois, effectivement, ça ne se passe pas vraiment comme on avait imaginé. Et il y a des momentum, notamment sur des closings de sessions ou de levée de fonds, qui sont effectivement extrêmement stratégiques. Donc, on le pardonne facilement de ne pas être avec nous. Et puis, pour clôturer, on a voulu parler aussi de la dimension data et outils, parce que c'est vrai que le pilotage financier, on se dit, c'est aussi des outils. Oui, mais aujourd'hui, voilà, avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée des outils, de l'interconnexion des outils, comment effectivement cette gestion de données peut être beaucoup plus fluide, peut nous coûter moins cher. Avant, les projets de structuration des données, des outils, ça coûtait très cher, ça prenait beaucoup de temps. Là, effectivement, le paradigme est en train de changer et on voulait effectivement, alors entre iPaper, notre partenaire ambassadeur spécialisé dans les métiers de la technologie, et DSO, cabinet d'expertise comptable, on a fait un use case, on a travaillé ensemble pour pouvoir vous présenter finalement comment l'IA et les outils peuvent aujourd'hui nous permettre d'aller plus vite dans ces projets de transformation. Donc, j'ai assez parlé maintenant. Je vais laisser la parole à Avid, qui n'est pas forcément aguerri à cet exercice-là. Donc, je vous inviterai à lui donner beaucoup de sourire et de chaleur dans sa présentation.
Donc, le format, ça va être 20 minutes de présentation par intervenant et puis suivi des échanges avec vous parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ça aussi. Et depuis aussi, ceux qui sont en distanciel, je récolterai les questions et les poserai. Un petit élément technique juste, il faudra absolument parler là-dedans pour qu'on puisse vous entendre vos questions. Donc, il y a Célia au fond de la salle qui prendra le deuxième micro et qui circulera parmi vous pour pouvoir aussi capter vos questions. Cet événement est enregistré, donc vous pourrez regarder le replay tranquillement à la maison. Et puis l'enjeu, c'est effectivement de continuer à alimenter notre base de savoir et puis le rendre disponible à tous les dirigeants qui le souhaitent au moment où ils seront OK pour l'écouter. Avid, c'est à toi. Alors bonjour à tous. Donc dans un premier temps, je tenais à tous vous remercier d'être présents aujourd'hui. Je remercie également le village de nous accueillir pour la mise en place de cette table ronde. Donc je me présente. Donc je m'appelle Abid El Beguela, j'ai 27 ans, je suis expert comptable mémorialiste et je suis également président de la société Heliostratégie. Je suis associé depuis un peu plus de 4 ans maintenant avec Abdelhak Boutrive, qui est gendarme et président de l'association Hyperion Défense. Dans notre groupe, nous avons 2 salariés, Chiara et Eloni. Je profite de cette occasion pour les remercier pour leur implication au sein du projet. Et également l'ensemble des parties prenantes pour leur soutien depuis toutes ces années-là. Donc, pour vous présenter un peu ce que l'on fait, donc, on a mis en place ensemble au sein du groupe une solution via une application qui s'appelle DevMarket. DevMarket, en quoi ça consiste? C'est en quelque sorte un CE externalisé, enfin un CE, pardon, un comité d'entreprise à l'attention des personnels de la fonction publique et de leur famille. Le but étant que c'est un projet avant tout social, à faire en sorte que les bénéfices générés par cette solution-là soient reversés pour mettre en place des actions sociales. De ce premier projet-là, on a découlé un second qui fait actuellement l'objet d'une préparation à une levée de fonds qui s'appelle le Club des engagés. En quoi ça consiste? On a repris la technologie de DevMarket et on a fait en sorte que cette technologie-là soit adaptée au domaine des CSE externalisés. Donc, on va rajouter quelques modules en plus, mais la technologie de base qu'on a développée restera la même. Et le but étant pardon, que celle-ci réponde aux besoins de quête de sens des salariés. Donc, ça s'adresse avant tout aux entreprises et aux associations. Donc, pour vous expliquer un peu la genèse de tout ce qui s'est passé auparavant. Donc, de base, malgré le fait que voilà, mon associé Abdel soit très rigoureux de fait de son métier, notamment en termes de renseignement, moi, du coup, j'ai mes facilités avec tout ce qui est gestion financière, comptable et gestion au sens large. Bah, il s'est avéré quand même qu'on s'est complètement gouré. On a eu beaucoup de, on a fait vraiment une gestion simpliste dans le sens où on se contentait de regarder le compte bancaire. On avait pris une solution pour exécuter comment dire, nos obligations légales, c'est-à-dire déclaration du bilan et toute déclaration fiscale. On avait vraiment pris le minimum du minimum parce qu'on était vraiment dans un objectif également de limiter les coûts. Sauf que, ben, au fur et à mesure que le temps passe, ben, notre projet a commencé à prendre de l'ampleur. On a fait un premier financement participatif qui nous a généré une dizaine de milliers d'euros. On a commencé à conclure des partenariats également. On a été lauréat French Tech Tremplin. Donc, ça a commencé vraiment à prendre de l'envergure. Et également, ben, on a intégré le village. Et c'est ce qui a fait en sorte que on a commencé à réfléchir et on s'est dit qu'il fallait se professionnaliser. Et dans la professionnalisation, bah, comme le disait Denis, bah, c'est la data. Il faut
qu'on récupère le plus de données possible. Et notamment, là où on s'en est vraiment rendu compte, c'est quand on a mis en place du coup le BP, que l'on verra un peu plus tard. Donc, à l'heure actuelle, quand on a réfléchi à comment on allait se professionnaliser concernant la gestion de trésor, ben, on a pris 2 outils. Donc, Pennylane pour le passé, l'analyse du passé et pour le présent immédiat, et Excel pour l'avenir, sachant que dans tous les cas, dans les 2 cas, la data est très importante. Pourquoi? Car pour le passé, ben, on a besoin de savoir, en fonction, notamment concernant les ressources, savoir qu'est-ce qui va rentrer. Donc, en fonction de ça, on pourra savoir qu'est-ce qu'on peut payer et qu'est-ce qu'on doit payer en priorité. Et pour l'avenir, c'est tout simplement l'établissement du PP en général. Donc, concernant Pennylane, pour nous, c'est vraiment un outil complet de gestion. Pourquoi on a choisi Pennylane? C'est très simple. J'ai une histoire très rapide à raconter. C'est que Abdel et la gestion, ça fait 8. Donc du coup, le fait qu'il soit assez à l'aise avec cet outil-là, même plutôt à l'aise, ça m'a vraiment donné une bonne image du produit. Et en le testant, je trouvais il était vraiment adapté, du coup, vraiment pour cette idée de data du passé et du présent immédiat. Comme vous pouvez le voir à l'écran, du coup, vous pouvez voir qu'on a fait une étude, on a des données notamment concernant ce qu'on a encaissé pendant une certaine période, ce qu'on a payé, la moyenne de ce que l'on paye tous les mois, qu'est-ce qui nous reste à couvrir à très court terme, notre solde de trésorerie actuel. Et en fait, on peut mettre ça en place uniquement juste en intégrant du coup notre compte bancaire à l'intérieur, en réaffectant du coup les paiements qui arrivent à la catégorie de charge qui correspond. Et du coup, on arrive à ce résultat-là. On s'en sert également d'outils de facturation, c'est-à-dire que quand on émet une facture, quand on met un encours client, quand on arrive au terme de l'encours client, si jamais ça n'a toujours pas été réglé, Pennylane nous fait un rappel nous disant que ça n'a toujours pas été payé et qu'il faudrait relancer le client. Donc on a trouvé ça très intuitif. Et puis voilà. Concernant le BP, le BP, il a été fourni par Neris, avec Denis ici présent. L'important, avant d'arriver à ce résultat final-là, c'est qu'on a dû mettre en place un plan opérationnel, savoir qu'est-ce qu'on fait à telle date pour chaque étape du projet. Bon, on s'est cassé la gueule 2-3 fois, mais bon, ça, je l'expliquerai un peu plus tard, qu'est-ce qu'on a fait et comment on a fait pour remédier à ça. Donc du coup, pareil, quand on arrive à la constitution, là, on rentre vraiment les données. Donc on avait un gros travail d'enquête à faire, notamment concernant la constitution du chiffre d'affaires. Il fallait qu'on sache notre cycle de vente. Donc on avait dû évaluer la taille de notre marché, les différents acteurs de notre marché. On a dû évaluer de nombreuses choses à côté de ça. Voilà, je vous ai donné quelques exemples. Une fois qu'on a rentré ces données-là, du coup, on rentre les données concernant les charges. Donc, concernant les ressources humaines, les charges sont divisées en 4 catégories. Et les charges de commercialisation, en général, c'est ce qui est le plus élevé dans notre cas, la production, la recherche et développement et l'administratif. Pareil pour les coûts externes. Et puis ensuite, on a le suivi des financements. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu comme financement? En général, c'est plutôt des prêts. Là, dans notre cas, on aura également le cas de la levée de fonds. Et du coup, le tableau d'amortissement qui suit, le tableau d'amortissement, c'est du coup, les échéances de remboursement des emprunts avec les intérêts qui vont avec. L'objectif de tout ça, c'est qu'une fois que toutes les données sont remplies, du coup, il y a un certain nombre de classeurs qui vont commencer à être remplis automatiquement. Dont celui-là, celui du pilotage de la trésor. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la partie encaissement, la partie décaissement. On arrive au solde prévisionnel mensuel. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut faire un suivi au mois le mois. Et du coup,
et du coup être vraiment dans le détail et pouvoir pousser vraiment notre analyse à fond. Quand on arrive, du coup, quand on va arriver à la période donnée, admettons quand on va arriver en janvier 2025, on pourra intégrer une balance via notre comptable qui nous la transmettra. On l'importera, donc une balance ventilée mensuelle, on l'intégrera dans le BP et du coup, on aura le réel qui va commencer à se générer et on pourra faire un différentiel et du coup ajuster notre pilotage en fonction si on a surévalué ou sous-évalué des produits ou des charges. Donc, si je devais, à titre personnel, choisir 3 indicateurs que n'importe quel dirigeant devrait avoir en tête, et notamment dans le domaine des startups, ce seraient ces 3-là: l'état de cessation de paiement à éviter à tout prix, le seuil de rentabilité à évaluer et le besoin en fonds de roulement. Donc, donc voilà, je vous ai expliqué vite fait en quoi ça consiste. Moi, à côté, je vais vous expliquer notre expérience personnelle. Donc, dans le cas des cessations de paiement, pour vous donner un exemple, il s'est avéré qu'à un moment donné, on avait un fournisseur à régler, sauf qu'on avait un encaissement qui a tardé parce qu'on a mal évalué du coup notre cycle de vente. Ça a tardé, donc du coup, on s'est retrouvé dans une situation compliquée. Donc, on a dû expliquer à notre créancier que voilà, on ne pouvait pas payer dans l'immédiat. Mais le fait d'avoir travaillé du coup ces données-là, et notamment les données concernant les encaissements, donc du coup, on a repris contact avec notre client en lui expliquant que voilà, comment on allait s'arranger, quand est-ce qu'il allait régler, etc. Et une fois qu'on a fait ce travail-là et qu'on a du coup eu nos certitudes, faire en sorte que la donnée soit la plus fiable possible, du coup, on a pu lui expliquer qu'on allait lui rembourser à telle date, qu'on allait recevoir l'encaissement à telle date, qu'on allait lui payer à telle date. Donc du coup, on a vraiment on a joué carte sur table avec lui. Et du coup, le fait d'avoir tenu notre engagement, ça lui a donné confiance. Et du coup, il a été beaucoup plus enclin à être un peu plus souple concernant les délais de paiement, étant donné que voilà, on lui a fait preuve que on tenait nos engagements. Concernant le seuil de rentabilité, voilà, je vous ai mis à l'écran le détail du calcul, comment le calculer. Dans notre cas, donc là, c'était sur le BP. Sur le BP, il s'est avéré que d'une année sur l'autre, on avait un gros gap, et notamment concernant les charges, et plus précisément, du coup, les charges de personnel. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que du coup, on a considéré que certains recrutements étaient peut-être précipités, qu'il fallait peut-être les décaler. Car en fait, si vous voulez, si on a un trop gros gap de charge, il faut qu'il y ait aussi ce gap-là aussi dans les recettes. Et pour notre cas, ce n'était pas le cas. Donc, on s'est retrouvé avec un seuil de rentabilité énorme. Donc, c'était plus vraiment d'actualité. C'était vraiment compliqué. Donc, on a vraiment réévalué ça. Et du coup, on a vraiment, en refaisant cette manipulation-là, on est tombé sur des conditions normales. L'évolution du chiffre d'affaires correspondait à l'évolution des charges. Du coup, c'était cohérent. Donc, tout était nickel. Et puis ensuite, le BFR. Donc, si on reste sur une approche purement comptable, c'est mon instant comptable de l'intervention. Donc, du coup, je vous ai mis le détail du calcul. Et il faut savoir, c'est que vraiment, on est vraiment sur une approche comptable, du coup, mais que dans les startups, ça fonctionne pas forcément comme ça. Dans les startups, du coup, on a notre plan opérationnel. Ce plan opérationnel nécessite des coûts. Donc, ces coûts-là, ça part de l'instant zéro. L'instant zéro jusqu'à la période où on commence à être rentable. Cette période-là devra être financée et cette période-là constitue notre BFR, sachant qu'il est vraiment important de mettre en place ce plan opérationnel-là pour justement faire en sorte de ne pas se retrouver en difficulté tout simplement. Alors voilà, j'espère que mon intervention aura été assez claire. Si vous deviez retenir une seule phrase dans cette intervention,
ou un seul mot, ce serait l'anticipation. Toujours savoir anticiper, savoir vraiment prendre du recul et faire vraiment ce travail d'enquête de constitution de la data, car il est très important. Et cela vous permettra d'améliorer votre pouvoir d'anticipation. Je vous remercie. Merci pour l'intervention. S'il y a des questions à distance, n'hésitez pas à les mettre dans la partie conversation. Est-ce que vous avez dans la salle des questions? Incroyable. Alors, du coup, moi, je n'ai pas une question, mais je vais peut-être avoir juste une remarque. Parce que c'est vrai que voilà, quand Opération Hyperion est arrivée au village, effectivement, il y avait un début de produit et il y avait cette campagne de crowdfunding qui faisait qu'il y avait déjà des clients, en fait. Plusieurs centaines de mémoire. C'est ça. Donc c'est arrivé très très vite puisque la mission sociale répondait à un vrai besoin et à un vrai alignement de valeurs qui était très fort. Et puis après, c'est posé la question effectivement de qu'est-ce qu'on peut dépenser, quand et comment est-ce qu'on signe des partenariats financiers, comment on signe des clients. Donc on arrive déjà avec un certain nombre d'actifs dans ce sens où il y a déjà un début de traction marché. Et puis après, il y a le sujet effectivement du pilotage financier. Ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'effectivement, alors comme ils veulent porter leur vision très loin et faire du bien à de plus en plus de gens, et ils ont été capables de se remettre en question assez profondément sur leur façon de piloter, parce que c'est un vrai enjeu de changement, de mettre en place des outils. Effectivement, tu disais, Abdel, et la finance, ça fait vite, effectivement. Donc, il y a un vrai enjeu de réussir à se structurer et d'avoir des outils qui permettent vraiment de faire du pilotage. Souvent, on dit aux start-upers, faites un BP, ça vous permettra de lever des fonds ou de lever des financements à droite à gauche. La réalité, c'est qu'un BP doit vous servir à piloter votre activité, à vous dire, tiens, là, je vais pouvoir engager cette dépense, là, je ne vais pas pouvoir l'engager. Et un des trucs absolument fondamentaux que tu as dit, c'est que le commerce fait vraiment partie intégrante des données qui sont injectées dans ce plan business. Et quand on parle de commerce, effectivement, on parle de durée de cycle de vente, de combien je dois rencontrer de personnes pour en signer un. Et il va s'engager sur combien de temps et combien ça m'a coûté d'effectivement d'engager ces frais de commerce pour pouvoir signer ces différents clients. Et puis, on signe des abonnements. Alors, on parle aussi du churn, on parle aussi de ceux qui s'abonnent pour une petite période, une période plus longue. Donc, toute cette modélisation de finalement le vrai apport de chiffre d'affaires, il est absolument fondamental et il est toujours négligé dans les exercices de business plan classiques. Souvent, on dit oh, je vais prendre 0,01% d'un marché, bon, ce qui ne s'appuie sur absolument aucune donnée. On ne sait pas si vous allez être capable d'adresser ça ou pas du tout. Donc ça, c'est voilà, hyper fondateur de la façon maintenant qu'ils ont de travailler, que je trouvais important d'enfoncer le clou là-dessus. Si après, voilà, vous avez des questions plus de l'ordre de comment ils ont mis en place les outils, quelles sont les routines de travail, ce sera avec plaisir. Alors, Alors, je vais juste compléter parce que je suis un peu au courant de comment ils ont mis en place les outils. Les deux sujets qui leur ont posé problème, et après, je pense que Abid pourra en parler. Le premier, c'est comment on arrive à fiabiliser une donnée du futur sur les ventes. Est-ce qu'on arrive à fiabiliser à 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et au-delà de 3 mois, c'est quoi le niveau de fiabilité et comment j'exploite ça dans la partie financière? Ça a été un des premiers chocs qu'ils ont eu. Et le deuxième choc qu'ils ont eu au démarrage, mais qui a aussi impliqué beaucoup de changements, c'est que le business plan a été fait sur la base d'un plan opérationnel. C'est-à-dire qu'avant, et on rejoint la modélisation du commerce, en fait, ce qui va donner le ton et tout le timing du plan opérationnel, c'est l'acquisition client. Et c'est la fiabilité dans l'acquisition client. Et à partir de l'acquisition client, il y a des dépenses qui se font, des dépenses pour prospecter, des durées de cycle de vente, un taux de transformation
Donc, le chiffre d'affaires arrive 6 mois, 3 mois ou 1 an après avoir commencé à dépenser pour prospecter. Et c'est cette modélisation-là qui leur a fait changer beaucoup de choses dans leur offre. Donc, le BP n'a pas été simplement 4 onglets, recettes, dépenses, etc. Ça a été un plan opérationnel au démarrage, axé sur un plan d'acquisition client. Dans leur cas, ils ont des abonnements, donc il y a du churn, etc. Il faut modéliser tout ça. Mais c'est pareil pour un business qui ne serait pas de type SaaS. Et derrière, en fait, ils sont arrivés avec un niveau de rigueur sur le plan opérationnel qui fait que le BP devient un outil de pilotage réel. Et comme ils croisent ça avec les tendances marché qu'ils étudient par ailleurs, s'ils voient un renversement à long terme des tendances marché sur l'acquisition de chiffre d'affaires, ils réajustent leur plan opérationnel. Donc, de passer d'un BP qui est simplement 4 onglets qui donne un compte de résultats et un bilan prévisionnel, ils sont passés à une mécanique de pilotage par le business plan parce que le business plan est dérivé d'un plan opérationnel. Peut-être que tu peux dire ce que vous avez vécu sur les prix, sur... Du coup, on a dû faire évoluer pas mal de choses. Donc, c'est vrai que c'était une partie que j'ai oublié de parler, malgré le fait que je m'y suis préparé. C'est que quand on avait fait le calcul du BFR, il s'est trouvé que dans la première version du BP, en termes de trésor, on était mort dès la deuxième année. Et du coup, ça nous a demandé de refaire un travail, de remodifier notre plan opérationnel. Et dans le plan opérationnel en question, il y avait la question du ciblage des clients. En fait, si vous voulez, pour être un peu plus précis, on a différentes catégories de clients, donc les grandes entreprises et ETI, les PME, TPE, les indépendants et les associations. Et il s'avérait que le plus profitable pour nous, ce serait de nous adresser aux TPE, car c'est là où on facture entre guillemets le plus, puisque nous, on a un tarif dégressif. C'est plus vous avez de salariés, moins c'est cher. Mais en même temps, c'est là où le cycle de vente est le plus court. Donc, du coup, en réaffectant nos ressources, dans ce cas-là, c'est les hommes-jours des commerciaux, en réaffectant ces ressources pour favoriser cette clientèle-là, on a résolu notre problème et du coup, on sait maintenant vers qui s'adresser en priorité. Tout d'abord, Ambine, merci pour ta présentation très pragmatique et opérationnelle. Alors, j'avais 2 questions et tu peux répondre de façon totalement franche et ouverte. La première, c'était: est-ce que ça a été compliqué de mettre en place ces indicateurs de performance et KPI très axés sur le commerce? Et le deuxième point, alors vous êtes en recherche de financement, en levée de fonds. Est-ce que ça t'aide lorsque tu es face à des investisseurs, face à des banquiers, face à des business angels, pour expliquer ton business plan, pour faire comprendre comment vous allez réussir à atteindre les ambitions et les objectifs que vous êtes fixés? Alors, tout d'abord, pour répondre à ta première question, cet exercice-là, pour moi, a été vraiment un déclic dans le sens où, vu mon cursus, j'avais vraiment une approche de comptable. Donc, quand on a commencé l'exercice, je me suis cassé la gueule, hein. Je suis resté sur mes acquis, mais je n'avais pas cette vision-là, du coup, d'entrepreneur. Donc j'avais eu énormément de mal là-dessus et du coup, c'est pour ça que l'accompagnement du village et de Denis a été très bénéfique. C'est qu'on a pu du coup comprendre ces enjeux-là, vraiment maîtriser ce plan opérationnel qui est pour nous maintenant stratégique.
Et pour répondre à la deuxième question, pour défendre ces chiffres-là devant des investisseurs, pour nous, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a fait ce travail d'enquête-là. Donc, si jamais on nous pose des questions pour savoir comment vous avez fait pour évaluer votre cycle de vente, pour évaluer vos besoins, notamment en termes de ressources humaines, etc., du coup, grâce à ce travail en amont que l'on a fait, ça va être beaucoup plus simple pour nous d'expliquer et du coup de répondre aux questions de ces investisseurs-là. Ça y est, ça remarche? Ouais, ça remarche. Donc, on pourra prolonger nos échanges, alors pas pour nos amis qui sont en visio avec nous, lors du petit temps de déjeuner. Et cet après-midi, il y a aussi la possibilité d'avoir des rendez-vous individuels avec les intervenants que vous avez envie de voir. Donc, vous pourrez, voilà, s'il y a une question là, que vous n'osez pas poser dans l'audience ou qui vous vient spontanément après, on sera encore là pour y répondre. Eh bien, on va passer à la deuxième présentation, deuxième intervention. Merci encore beaucoup, Avid. Tout va bien, parce que c'est très bien fait. Merci Célia pour la logistique des slides. Je laisse maintenant Nicolas, donc, qui est expert comptable pour les startups depuis quelques années maintenant. Donc, pas mal de cas d'histoire à raconter et même format, donc une vingtaine de minutes pour brosser un peu le tableau et puis après du temps d'échange ensemble. Merci donc, au village pour nous permettre de faire cette intervention auprès de vous. Donc, je me présente, je suis Nicolas Benzernadji, je suis expert comptable au cabinet DSO. Ça fait à peu près 18 ans que je suis dans le métier et quasi autant de temps à accompagner des startups de la région. D'abord, peut-être un petit mot sur le cabinet DSO. Le cabinet DSO, c'est un cabinet niçois qui est à l'Arenas, qui compte environ 100 collaborateurs et qui est multidisciplinaire. Donc, on est un cabinet donc expertise comptable, d'audit, mais également aussi de conseil, et avec des spécialités dans plusieurs domaines d'activité que vous avez pu voir à l'écran. Donc, on peut passer très rapidement, mais une partie accompagnement de TPE, PME, accompagnement de start-up, les métiers de la construction, BTP, la partie santé, également toute la partie immobilière aussi, parce qu'on accompagne pas mal de particuliers dans leurs investissements immobiliers. Et également, après, toutes les fonctions support, comme on vous disait, multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'on a les métiers de l'expertise comptable, mais on va avoir des fonctions telles que le social, donc l'accompagnement sur les bulletins de salaire, la paye, les contrats, pour les salariés, et également toute une partie juridique, donc sur l'accompagnement de constitution de société et assemblée générale qu'on peut réaliser chaque année. Donc, sur ce thème de piloter sa finance pour un business en croissance, on a prévu de vous présenter tout d'abord un premier point sur les questions importantes à se poser. On a différents types de chefs d'entreprise qu'on peut rencontrer dans le cadre de notre métier, et tous ne sont pas au même niveau d'avancement et tous n'ont pas la même organisation. C'est important aussi, voilà, de se poser des questions tout au long de sa vie en tant que chef d'entreprise, pour savoir à quel moment on va déléguer certaines fonctions, à quel moment se faire aider, accompagner. Donc, on rentrera un petit peu en détail sur ces points-là. On a parlé tout à l'heure de levée de fonds avec Abid. J'ai voulu faire un petit focus sur ce qui s'est passé sur ces dernières années en termes de levée de fonds, et également petite projection. On n'a pas la boule de cristal, mais pouvoir parler un petit peu de ce qui va se passer et quelles sont les tendances pour 2024. Et après, comme je vous disais, ça fait à peu près 16 ans que j'accompagne les startups. J'ai vu pas mal de cas, des cas qui sont plutôt bien passés et qui sont des belles réussites aujourd'hui, belles PME. D'autres pour lesquels les projets étaient très prometteurs, mais sur lesquels, malheureusement, on verra quelques couacs sont intervenus et font que certaines entreprises aujourd'hui n'existent plus. Tout d'abord, les premières questions importantes à se poser. La première,
On parle de fonctions administratives et finances. Souvent, on se dit c'est l'expert comptable qui fait tout. Il s'occupe de ma trésorerie, il s'occupe de ma comptabilité, il fait tout. Ça, c'est pas la réalité. Le rôle de l'expert comptable, bien entendu, c'est s'occuper de la partie comptable de l'entreprise, de pouvoir donner du conseil, mais c'est pas lui qui pilote votre trésorerie au quotidien. C'est pas lui qui va vous dire il faut payer telle facture à tel moment, ou vous avez besoin de rentrer de l'argent, ou voilà. Et ça, comme le disait tout à l'heure Abid aussi, ça peut être source de problématiques. Donc, il faut savoir qui s'occupe de cette fonction-là. Il faut bien définir les bonnes personnes. Donc, selon la taille de l'entreprise, ça peut être le ou la dirigeante. Ça peut être un ou une assistante administrative, parce qu'on peut avoir aussi en interne les personnes qui s'en occupent. Et également un ou une directrice financière ou directeur financier. Attention au fantasme, je n'ai pas les moyens de me payer un directeur financier, je suis trop petit, je verrai plus tard. Ce n'est pas le cas. En fait, il y a quand même pas mal de partenaires qu'on peut rencontrer dans le milieu qui peuvent vous accompagner en part-time et peuvent vous aider, on va dire, ponctuellement, avec quelques heures par mois, par semaine, et faire remplir cette fonction en finance si le dirigeant n'a pas envie de la gérer ou s'il n'a pas le temps de la gérer. Et ça, on verra aussi que ça peut être intéressant de pouvoir consacrer aussi son temps à autre chose. La deuxième question qu'on peut se poser, toujours en fonction de la taille de l'entreprise et de l'organisation, c'est quel est le temps que je consacre à la gestion de ma société. Donc l'idée, c'est de mesurer le temps consacré pour savoir quand est-ce qu'on peut, on va pouvoir commencer à déléguer certaines fonctions, certaines tâches, et également pouvoir se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est ce que je vous disais juste avant. Le dirigeant qui est souvent à l'initiative du projet ou la dirigeante qui sont à l'initiative du projet, ils ont les connaissances techniques, ils ont les connaissances du produit qu'ils veulent vendre. C'est important qu'ils puissent se consacrer, se focaliser sur certaines tâches, comme on dit, à plus forte valeur ajoutée, apporter de la richesse à l'entreprise et peut-être déléguer certaines fonctions plus chronophages ou en tout cas moins, pas intéressantes parce qu'elles sont toutes intéressantes, mais moins utiles pour leur quotidien. Voilà. Et se faire accompagner par les bonnes personnes, ça peut être un gain de temps et une accélération pour l'entreprise plus importante. Le troisième point, on a parlé d'outils digitaux juste avant, PennyLane, et il y en a d'autres sur le marché. La question qui est importante à se poser, c'est est-ce qu'on a mis en place des outils digitaux? Pourquoi des outils digitaux? Le premier, déjà, avoir une connaissance de ce qui se passe sur le marché. Bien entendu, vos partenaires sont là aussi pour vous dire ce qui existe et ce qui pourrait être utile et applicable à votre métier. Mais aussi connaître les bons outils du marché et des fois certains outils spécifiques très proches de votre activité. Ça peut être un véritable avantage qui vous permet de gagner du temps, qui vous permet de réallouer, comme on disait, ce temps à autre chose et d'être plus efficace. On a montré PennyLane juste avant, qui est un outil comptable, pilotage financier également, qui permet, quand on est en entreprise et quand on gère soi-même sa comptabilité en internalisation, de gagner du temps et d'avoir une facilitation de ces travaux-là. Quand on est sur une partie d'externalisation, où c'est le cabinet qui gère, ça permet d'avoir une fluidité de l'information qui est partagée en quasi-temps réel en fait, entre l'entreprise et son conseil. Donc voilà, tout ça, ça permet de pouvoir se focaliser ensuite sur les éléments importants, la donnée trésorerie, les KPI, la rentabilité de l'entreprise. Et avec ce gain de temps, on a une efficacité qui n'est pas négligeable. Autre point également qui peut être intéressant de mesurer dans son entreprise. Là, je me tourne plutôt vers les entreprises où il y a l'innovation, parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Mais attention là aussi au fantasme de je ne fais pas de R&D, c'est trop compliqué, j'y ai pas le droit, j'ai le droit à aucune aide. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de la recherche pure, la recherche fondamentale ou appliquée, vous n'avez pas le droit à certaines aides. Et également, il faut savoir aussi qu'on a tout un écosystème qui est très bienveillant et très efficace. Et on va dire que la France est quand même un pays où on aide beaucoup l'innovation et la recherche. Donc attention à ça. Voilà, il y a pas mal d'aides qui existent, il y a pas mal de mécanismes qui existent pour les entreprises. Et c'est important d'y penser. Donc, je vous disais voilà, la partie R&D, donc recherche et développement, mais également innovation. Je peux citer très rapidement certains statuts qui existent. Statut d'une entreprise innovante qui vous permet d'avoir des exonérations sociales importantes et des exonérations fiscales aussi importantes sur la partie sociale. En gros, le coût d'un salarié en termes de charges patronales, vous le divisez par 2. Donc, si pendant les 8 prochaines années, vous avez la moitié du coût de votre salarié en moins et donc en votre trésorerie, c'est quand même très important pour vous. Sur la partie fiscale,
si vous avez la chance d'être une entreprise innovante bénéficiaire, les 2 premières années bénéficiaires, vous avez le droit jusqu'à 200 000 € d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Donc là aussi, on a vu par le passé, ce n'est pas toujours le cas des startups, bien entendu, mais on a vu des boîtes qui étaient très profitables avec pas mal de R&D derrière. En ayant ces statuts-là, on économise 200 000 €. Et 200 000 €, quand on démarre une activité ou qu'on commence à être rentable, c'est de l'argent que vous réallouez à d'autres choses, dans l'investissement, le développement, et que vous ne perdez pas fiscalement avec de l'impôt. Donc ça, c'est très important à suivre. Il y a également aussi, on le disait, dans la maîtrise de son écosystème et de tout ce qui tourne autour de la R&D, il faut savoir un peu qui sont les acteurs dans le milieu. On parle d'institutionnels comme BPI, ça je pense que pas mal de vous le connaissent et ont dû avoir affaire à eux pour l'obtention de subventions, pour l'obtention de financement non dilutif et aussi dilutif, ça peut arriver. Également, dans l'écosystème, bien entendu, des organismes comme le Village Baïséa qui sont là pour vous accompagner sur l'accélération de votre entreprise, et également tous les incubateurs quand on est dans une phase un peu reculée, enfin en démarrage de l'entreprise, qui sont là pour vous aider à favoriser votre business, répondre à certaines problématiques que vous pourriez avoir, et peut-être vous conforter dans l'envie d'aller plus loin. Dans les autres questions qu'on peut se poser, là aussi, on peut parler de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une entreprise tech à 100% que vous n'avez pas derrière créé de la propriété intellectuelle et que vous n'avez pas des possibilités de pouvoir déposer des brevets, déposer des marques, des choses qui vont pouvoir vous protéger. Donc, faire auditer sa propriété intellectuelle, c'est important. Déjà, pour savoir si les travaux qu'on mène sont brevetables. Ça, c'est d'un point de vue avantage concurrentiel, c'est très important, hein. Vous allez pouvoir mettre ce que Marie disait tout à l'heure, une barrière à l'entrée par rapport à des concurrents, hein. Vous allez fermer la porte à certains usages, certaines utilisations, et gagner de l'avance quand on est une entreprise dans son domaine, dans son business, écarter des concurrents, ça vous permet de pouvoir être plus serein aussi sur l'avenir. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Et également, donc, quand on a verrouillé sa propriété intellectuelle, vis-à-vis d'investisseurs, vis-à-vis de tiers, ça permet de montrer que la richesse de l'entreprise, des fois, elle n'est pas palpable, même si c'est un business qui tourne. On a quand même quelque chose qui est valorisé, qui est verrouillé, qui est sécurisé, qui appartient à l'entreprise. Et ça, vis-à-vis d'un tiers, investisseur financier, ça donne beaucoup de crédibilité, beaucoup de valeur à l'entreprise derrière. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Et il faut pouvoir se faire accompagner par ces conseils, hein. Il y a des cabinets spécialisés là-dedans qui vont être là pour répondre à vos besoins et qui seront en capacité de pouvoir sécuriser et valoriser cette partie propriété intellectuelle. Autre point aussi qui a été évoqué un peu par Abid également sur la partie levée de fonds, hein. C'est un sujet que pas mal d'entreprises se posent. Alors, j'aime toujours dire, la première levée de fonds que l'entreprise doit réaliser, c'est d'abord son premier client, son premier chiffre d'affaires. Parce que si on est déjà dans l'idée de se dire, je dois lever des fonds parce que j'en ai besoin, parce que si, des fois, on se détourne un petit peu de l'idée principale d'une entreprise, hein, qui est de vendre et d'avoir des clients. Et en se détournant de ça, on peut perdre du temps et on peut se désorienter par rapport à sa stratégie. Déjà, le premier sujet, effectivement, c'est la partie business, donc avoir ses premiers clients. Mais également, après, on est sûr que dans les entreprises qui ont des gros besoins de développement, d'innovation, et pour lesquelles le produit ne sera commercialisable que dans un certain temps, on sait que ça peut nécessiter des levées de fonds. On parle de levée de fonds dilutive. Donc là, c'est faire entrer des investisseurs au capital, hein, fonds d'investissement, business angel, VC. Et ça peut être également le cas de fonds non dilutifs. Donc là, cette fois-ci, on parle de financement type subvention, type emprunt, type avance remboursable aussi, puisque les projets tech sont souvent financés par avance remboursable. Donc ça, c'est important de savoir un peu tout ce qui se passe et aussi, surtout, de bien mesurer le besoin, savoir de combien j'ai besoin pour pouvoir lever mes fonds. Ce n'est pas la peine d'aller faire un tour auprès d'investisseurs en demandant 3 millions d'euros si finalement, avec 1 million, vous pouvez réaliser votre plan opérationnel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le maîtriser. Et en termes de timing, c'est aussi important de l'avoir en tête. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin en disant « j'ai besoin de fonds, il faut qu'à la fin du mois, j'ai fait ma levée de fonds ». Ça peut arriver, mais c'est vraiment de l'ordre du miracle, on va dire. Dans le timing, il faut compter à peu près 6 mois en général pour une levée de fonds. Ça peut être beaucoup plus quand on a en face des investisseurs qui sont un peu moins nombreux dans son secteur. On peut avoir des fois des
peu d'investisseurs intéressés par votre business. Donc, il faut pouvoir bien les cibler et ça prend du temps. Et également, après, tout le process de levée de fonds en lui-même peut prendre du temps. Et donc, tout ça, il faut l'anticiper. Et surtout, il faut être bien accompagné. Je le cite là dans la présentation, leveur de fonds, avocat, son expert comptable également, parce qu'une levée de fonds, c'est pas, voilà, quand on parle surtout de levée de fonds dilutive, on est en phase d'investisseur, bah, il y a quand même un rapport de force aussi, et c'est important d'être bien défendu, bien protégé, parce que bah, l'investisseur, lui, est là pour tirer le maximum du capital qu'il pourra obtenir de votre entreprise, et vous êtes là aussi pour défendre vos intérêts et pas vous retrouver en situation de difficulté. Je ne l'ai pas mis dans la présentation de la partie échec, on va dire, ou points négatifs qui sont arrivés pour les entreprises. Mais on a connu des cas où des entreprises avaient levé des fonds. Ils se sont fait un peu tordre le bras parce qu'ils étaient en situation difficile au moment de leur levée de fonds. Donc, l'investisseur est en position de force. C'est un investisseur industriel en plus, donc pas un financier pur. Il était là pour la techno et pour l'activité de l'entreprise. Bah, on va dire qu'au bout d'un an, une fois que la levée de fonds était réalisée, le fondateur qui a mis 5 ou 6 ans à créer sa boîte s'est fait sortir. Les actionnaires historiques sont fait sortir aussi à des valeurs beaucoup plus faibles. Et tout le monde y a perdu, sauf l'investisseur industriel qui a réussi à prendre la main sur l'entreprise. Donc ça, vraiment aussi, c'est des choses importantes à avoir en tête et sur lesquelles il faut voilà, se mettre, être alerte, on va dire. Un autre point aussi qui est important sur la partie donc question importante à se poser, c'est savez-vous lire votre bilan? J'ai dit bilan, c'est au sens large, hein, c'est la donnée financière. On parlait tout à l'heure de comprendre les données de BFR, les données voilà, de rentabilité et autres. Il est important pour le chef ou la chef d'entreprise de pouvoir savoir de quoi il parle. Il va être confronté à un banquier, il va être confronté à un investisseur, un potentiel acquéreur. S'il ne maîtrise pas ces sujets-là, et on ne demande pas non plus d'être un spécialiste, hein, ce n'est pas son rôle, mais au moins d'avoir les bons réflexes, de comprendre où se situent voilà, les données, la richesse de l'entreprise, et pouvoir les lire et les présenter, bah, c'est quand même un aspect qu'il ne faut pas délaisser, puisque en termes de crédibilité, on sera beaucoup plus fort vis-à-vis de tiers. Autre point également dans les questions à se poser, c'est la maîtrise de l'environnement fiscal et social de sa société. On se rend compte souvent, en tant qu'expert comptable, quand on échange avec les clients et clientes, les dirigeants, que bien entendu, ce n'est pas un domaine sur lequel ils sont à l'aise. Ce n'est pas leur métier. On n'est pas des fiscalistes quand on est chef d'entreprise, on n'est pas un juriste en droit social. Et ce sont des domaines en plus qui sont assez compliqués. Hein. C'est des domaines qui sont en mouvance régulière, qui changent en fonction des lois de finances et en fonction des gouvernements successifs qu'on peut rencontrer. Et on sait que c'est un domaine qui est très difficile. Le maîtriser, ça ne veut pas dire connaître tous les rouages et savoir tout ce qui se passe. Mais au moins, comme il y a certaines spécificités dans des domaines et secteurs d'activité, c'est savoir où sont les points forts et les points faibles de votre entreprise vis-à-vis de ces aspects-là, pour non pas en tirer, on va dire, un fardeau à porter, mais pouvoir plutôt devenir un atout et maîtriser voilà, ces aspects-là qui vous permettront d'aller plus loin et de gagner aussi du temps dans votre gestion et de l'argent aussi, parce que c'est important, dans le développement de son entreprise. Donc là, c'est des choses qu'il faut ne pas négliger, même si vous êtes accompagné après autour de spécialistes. Mais voilà, il faut avoir ces choses en tête parce que, voilà, je vais donner un exemple qui peut arriver. Vous faites un contrat de travail, vous ne connaissez pas le fonctionnement de votre convention collective et vous n'avez pas fourni ce contrat de travail à votre expert comptable. Bah, si vous êtes en dessous des minima sociaux, à un prud'homme, vous êtes systématiquement rattrapé par la patrouille. Donc, c'est important d'avoir en tête ces choses-là et de savoir un petit peu où se situent les points clés à maîtriser. Dans les autres questions, les deux dernières questions qu'on pourrait se poser en tant que chef d'entreprise ou en tout cas en tant que responsable de la partie administrative finance, c'est le statut du dirigeant. Je pense que si je posais la question dans la salle, peu de personnes sont à l'aise avec ça et maîtrisent son statut social, au sens statut social et fiscal, hein, bien entendu, parce que les deux sont de pair. Déjà, quel est le coût de sa rémunération? À partir de quel moment je peux me rémunérer en tant que chef d'entreprise et combien ça va me coûter? Si on est en SARL, si on est en SAS, ce n'est pas le même coût. Il y en a un qui va être un peu plus faible quand on est en SARL, l'autre en SAS un peu plus élevé. Mais en contrepartie, pourquoi ce coût est différent? Parce que je n'ai pas les mêmes avantages sociaux. Je suis dirigeant SARL, donc travailleur non salarié. Je vais avoir une protection sociale beaucoup plus faible. Si je ne le sais pas et que je n'ai pas mis en place ce qu'il fallait derrière pour me protéger,
La vie fait qu'on peut avoir des accidents, on peut avoir des soucis. Si on n'a pas sa protection sociale, on peut se retrouver du jour au lendemain en grosse difficulté et l'entreprise peut se retrouver en péril. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont importants à avoir en tête. Voilà, la couverture en cas d'accident, de maladie, est-ce qu'on cotise à la retraite aussi? Des fois, certains dirigeants disent « Ah, je ne me paye pas pendant plusieurs années, je fais des économies pour mon entreprise ». Oui, on peut limiter si on a des besoins de trésorerie, des difficultés de trésorerie, sa rémunération, mais on peut aussi mettre en place une rémunération suffisante et minimum, qui n'est pas très élevée, qui va vous permettre quand même de gagner vos trimestres de retraite. Si on ne l'a pas fait, l'année est passée, c'est trop tard. Se passe plusieurs années. Quand on arrive à l'âge de la retraite, qu'on a encore 5 ou 6 ans supplémentaires à faire ou un investissement assez lourd pour rattraper ces trimestres de retraite, ça peut être un moment de grande difficulté, grande solitude. Donc, c'est important aussi d'avoir ces sujets-là en tête. Et également, après, l'optimisation de sa rémunération. On a en tête la rémunération du dirigeant. Il prend son salaire. Ça peut être un bulletin de salaire quand on est en SAS ou un prélèvement de fonds quand on est travailleur non salarié. Mais il y a aussi le dividende. On dit le dividende, j'ai entendu pendant pas mal d'années pas mal sur les startups, parce qu'il y a pas mal d'SAS en startup, qui disaient je prends 0 rémunération, je prends 100% de dividende. Ça me coûte l'impôt au minimum, la plate taxe, je suis tranquille. Ça peut être intéressant, oui, mais bon, vous fermez complètement tout le pan de la partie protection sociale. On n'a le droit à rien quand on prend du dividende, c'est un revenu de capital. On a l'argent, certes, sur le moment, mais on n'a ni retraite, ni couverture maladie, ni rien. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Mais on peut aussi panacher. Ce n'est pas le tout de faire un curseur à 100% d'un côté ou de l'autre. On peut arriver aussi à panacher les deux et avoir un revenu optimum qui coûte le moins cher à l'entreprise, le moins cher en termes de fiscalité pour le dirigeant. Et là, vous avez l'optimum pour votre rémunération. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et voilà, un échange avec son conseil peut permettre de répondre à ces besoins-là. Et la dernière question, il y en a d'autres, mais que j'ai pu lister pour cette présentation, c'est le niveau de réflexion du dirigeant ou la dirigeante sur sa situation patrimoniale. Souvent, on est focalisé business à fond, métier, technique. On en oublie bien souvent la sortie ou la suite. Parce que ça peut arriver. On a une rencontre fortuite, une belle rencontre, on vous propose de vous racheter votre entreprise. Bon, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir mettre en place un véhicule, un outil pour vendre mon entreprise? Des fois, ça peut s'anticiper. Et si ça ne serait pas anticipé, ça peut se rattraper, mais il y a des conditions. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à avoir en tête. Et puis surtout, déjà, est-ce que je peux vendre ma société? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Quel prix, sous quel délai? Ça aussi, c'est le marché qui va faire la loi de l'offre et la demande. Mais également, comment je vends ma société? Est-ce que je vends mon fonds de commerce? Est-ce que je vends un actif que j'ai créé et je garde le reste? Est-ce que je vends les titres de ma société? Tout ça fait que, selon les hypothèses qui seront prises, on va avoir des calculs du reste dans la poche, du net, comme on dit, net in the pocket qui va nous rester. La fiscalité, ce n'est pas la même. Le coût social, ce n'est pas le même. Et ça, si on ne l'anticipe pas, avant de dire je vends ma société et je n'ai pas réfléchi, il faut pouvoir se poser un petit peu en amont pour savoir ce qui sera le plus optimum, encore une fois, pour le faire. On a parlé des holdings, ça c'est un sujet aussi, c'est un sujet qui revient souvent. Si on a créé sa holding suffisamment en avance, on a le bon véhicule, par exemple, pour pouvoir vendre son entreprise. Mais des fois, si on ne l'a pas prévu et qu'on intervient au dernier moment, il y a quand même des solutions qui existent pour pouvoir faire cette opération-là, limiter le coût fiscal, pouvoir quasiment exonérer la totalité de votre plus-value quand vous faites une plus-value sur votre cession. Mais attention, il y a des contraintes derrière et il faut pouvoir les maîtriser. Et ces contraintes, si elles ne sont pas maîtrisées, c'est double peine. Vous avez d'un côté plus l'argent dans votre poche à vous, mais la fiscalité qu'il faut rendre à l'administration fiscale. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles, mais il faut pouvoir les anticiper et les avoir en tête. Comme je vous disais, j'ai fait un petit focus aussi sur les levées de fonds. C'était, je pense, important de pouvoir un petit peu savoir ce qui se passe depuis quelques années et éventuellement pouvoir faire une petite projection sur 2024. Donc là, vous avez le baromètre des 5-6 dernières années en termes de levée de fonds. Donc on voit effectivement qu'il y a une croissance, c'est en France, uniquement en France.
On voit qu'il y a eu une croissance très, très importante des levées de fonds entre 2018 et 2021-2022. 2023, on est sur un recul. On a une année un peu plus difficile sur l'année 2023 qui vient de s'écouler. Donc, on a chiffré 8,32 milliards d'euros pour 715 opérations en 2023. On était quasiment au même nombre d'opérations en 2022, 735, pour 13,5 milliards quasiment de levée de fonds. Donc, on le voit, 2023, c'est une année de rupture. Après 10 années de croissance des levées de fonds en France, on a eu un ralentissement. Et surtout, après une période d'euphorie post-Covid, où les choses s'étaient un peu ralenties et arrêtées, et se sont réaccélérées très fortement. On le voit, 2021-2022, on a eu énormément de levées de fonds, des taux d'intérêt qui étaient très bas aussi. Donc, l'intérêt pour les investisseurs de venir mettre de l'argent dans les entreprises pour pouvoir avoir de la rentabilité sur leurs investissements. On a effectivement une baisse, comme on l'a dit en 2023. Les premières, on va dire, causes de ces baisses, c'est principalement la hausse des taux d'intérêt. Un taux d'intérêt bancaire beaucoup plus élevé, ça donne moins envie aux capital risqueurs d'investir dans des entreprises à risque, même si la rentabilité peut être meilleure, mais elle s'estompe un petit peu avec cette inflation qu'on a pu avoir. Et également, ça on le voit maintenant depuis un petit moment, ça commence un petit peu à durer, une instabilité économique et politique mondiale qui fait qu'on n'est pas forcément toujours dans une période stable et faste pour pouvoir investir. Donc ça a joué fortement sur l'année 2023. 2024, bon, même si on est à mi-année déjà, on n'a pas encore de retour sur ces premières données, mais la logique voudrait que les taux d'intérêt continuent un petit peu à baisser. La baisse n'est pas très importante, mais il y a quand même une petite baisse qui se réalise. Et que si cette baisse des taux d'intérêt se manifeste, l'intérêt des capital risqueurs va revenir et ils vont pouvoir commencer à réinvestir un peu plus massivement. On voit aussi, sur le slide suivant, on verra quels sont les domaines d'activité dans lesquels les investisseurs investissent le plus. Mais voilà, on a pas mal de changements, on va dire, de cibles d'investissement. On voit beaucoup plus de boîtes dans la green tech, dans l'IA, qui sont des sujets très d'actualité et qui font que ces levées de fonds devraient se réorienter plus facilement vers ces secteurs d'activité. Sur le slide suivant, vous avez un petit peu le comparatif entre ce qui s'est passé par avance, au préalable, entre 2022 et 2023. Donc, on voit qu'effectivement, les plus gros secteurs d'activité qui récupèrent une grosse partie des levées de fonds, c'est dans la green tech, je vous le disais, beaucoup aussi dans le logiciel avec les IA également. Et on voit que la part est en forte croissance sur ces domaines-là. Donc c'est plutôt, on va dire, favorable à ces métiers-là. Et après, en termes de localisation des levées de fonds, bien entendu, la région parisienne et l'Île-de-France, c'est la région qui on va dire, absorbe et récupère le maximum des levées de fonds. En numéro 2, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes, surtout la région lyonnaise où il y a quand même pas mal d'investissements qui se font. Et en troisième position, on a la région PACA, donc notre région qui aussi est attractive en termes d'entreprises et également d'investisseurs. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait un petit. Alors, je ne peux pas citer nom, bien entendu, pour des raisons de confidentialité, mais je vais vous partager un petit retour d'expérience sur. J'ai pris 3 entreprises. Alors, une qui s'est très bien passée, et on va dire, on préfère plutôt garder en tête les mauvaises expériences qui seront bénéfiques pour vous permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais une expérience positive qui s'est passée avec une entreprise qu'on a accompagnée il y a maintenant une bonne dizaine d'années, même un peu plus, presque 14 ans. C'était une entreprise qui était en incubation, donc elle n'était pas encore créée. Projet validé, on va dire techniquement, en termes de R&D, en termes de cible de marché. Donc les fondateurs ont décidé de la créer, ils ont créé leur société. Donc nous, on était déjà en contact avec eux sur cette phase pré-création. Donc ils avaient pas mal de questions, pas mal d'interrogations sur le fonctionnement, le type de société, les règles fiscales et les avantages qu'on pourrait tirer de cette activité. Donc, ce que je vous mettais dans les premières questions précédentes. Et cette société, donc, fondée par 3 personnes, 3 associés, 3 profils très différents, avec chacun son cœur de métier, on va dire, et ses spécialités. Et c'est une boîte qui, en quelques années, est passée donc de 0 collaborateurs, 3 fondateurs,
à plus de 100 collaborateurs et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle s'est revendue il y a quelques années, autour de 40-50 millions d'euros. Donc une belle réussite pour un projet qui démarrait de zéro et qui finalement a trouvé une belle porte de sortie puisqu'elle s'est bien développée et elle a trouvé aussi une cible de grande entreprise qui a pu la racheter. En tant qu'expert comptable et en tant qu'accompagnant sur ce projet-là et cette entreprise-là, ce qui m'a marqué, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui, c'est le partage des fonctions dans l'entreprise. On disait, est-ce que c'est la partie finance qui la gère? Est-ce qu'il y a un DAF? Est-ce que c'est le dirigeant ou la dirigeante? Est-ce que c'est un assistant? Là, c'était plutôt une séparation des fonctions entre les 3 dirigeants. Donc, je vous disais 3 profils très différents. Un très orienté produit business qui maîtrisait son environnement et sa cible. Donc, celui-là, il s'est focalisé là-dessus. Un deuxième sur la partie plutôt tech, donc partie R&D du métier, donc il s'est focalisé là-dessus. Et le troisième qui avait des connaissances juridiques et également maîtrise, on va dire, informatique, qui a permis de se focaliser sur la partie business, sur la partie administrative et finance. On a accompagné au fur et à mesure, donc en lui partageant au fur et à mesure nos compétences et le faisant grandir aussi, en lui permettant aussi après, une fois qu'il était suffisamment grand, de pouvoir s'étoffer, pouvoir recruter ses premiers comptables, ses premiers responsables administratifs et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure, il y a eu un transfert des compétences, une prise de hauteur aussi de ce dirigeant-là, qui, à terme, comme je vous disais, voilà, quand on gère une entreprise de 100 personnes, avec du volume d'activité, des outils aussi qu'ils avaient pu prendre à l'époque et également créer en interne, parce que ça, c'est des choses qui sont, quand on n'a pas ce qu'il faut sur le marché, il faut pouvoir savoir aussi créer ses propres outils. Donc, il a permis après de générer et gérer beaucoup de flux avec une facilité et avec une grande réussite qu'on leur a connue, puisqu'ils sont, comme je vous disais, ils sont passés de 0 à 100 collaborateurs avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et derrière une belle vente qui s'est réalisée. Voilà. Donc, ce que j'ai retenu, moi, c'est voilà, on est 3 dirigeants, on n'est pas toujours 3 dans une entreprise, mais on est 3 dirigeants, on se partage les fonctions, chacun reste sur ses parties, va là où il est efficace et opérationnel, et c'est ça qui, outre bien entendu le produit, c'est pas, si on n'a pas de produit, on se focalise sur ces aspects-là, il faut quand même avoir un débouché, mais outre ces aspects-là, on a vu qu'ils avaient vraiment réussi à transmettre quelque chose, à faire progresser l'entreprise, à grandir et à être efficace. C'est des entreprises dans lesquelles les bilans, on les sortait très rapidement, ils avaient des crédits d'impôt recherche derrière qu'ils arrivaient à encaisser très rapidement aussi, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc voilà, tout ça fait que cette organisation bien rodée, avec les bonnes personnes affectées aux bons endroits, hop, on a vu une entreprise qui a pu grandir sans difficulté. Pour les expériences négatives, et là je vais vous en citer 2, mais pour 2 profils différents, on va dire pour 2 raisons différentes. La première, c'est une entreprise très tech dans la santé. Je ne peux pas donner son nom, bien entendu, encore une fois, pour des raisons de confidentialité. Dirigeant, très grand chercheur. Il avait, avant même d'avoir commencé son entreprise, déjà obtenu des très grosses subventions, concours de l'innovation, concours mondial de l'innovation, des sommes comme 300-400 000 euros de subventions, donc ce qui n'est pas rien quand on démarre son entreprise. La problématique qu'on a rencontrée avec ce dirigeant-là, c'est qu'il s'était focalisé technique. Grand chercheur, connaissance de son produit, de son métier, en tout cas ce qu'il voulait faire. Mais le problème, c'est qu'il s'est focalisé que sur la technique. Et en se focalisant que sur la technique, il a laissé de côté tous les aspects finance, tous les aspects business, le débouché de mon produit. Ce n'est pas parce que j'ai une super technologie que je peux arriver à le vendre. Il a délaissé toute cette partie-là. Il n'a pas voulu s'entourer, c'est-à-dire qu'il est resté lui-même à gérer la partie scientifique, la partie finance, comptable, il nous transmettait les éléments. Donc en passant sa semaine entière au labo à bosser, le samedi, dimanche à gérer la comptabilité, la boîte est périclitée, le temps que l'argent s'épuise au fur et à mesure, parce qu'il était en mode R&D, donc pas encore de chiffre d'affaires, pas encore de produits. Et au bout de 4-5 ans, parce qu'il avait quand même touché de beaux crédits d'impôt recherche et de belles subventions, l'entreprise, malheureusement, a dû fermer, puisque les recettes et la trésorerie étant à zéro, il n'a pas eu d'autre possibilité que de se mettre en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire dans la foulée. Donc là, voilà, un point important. On se focalise sur sa technique, sur sa R&D, on va dire la partie scientifique de son métier, si on parle de boîte de R&D, mais il ne faut pas délaisser les autres aspects, parce que si on s'enferme autour d'une seule activité et une seule composante, en délaissant le reste, on s'éloigne un petit peu aussi du but de l'entreprise, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, de vendre un produit et quand même de faire des recettes. Voilà.
Et après, deuxième exemple aussi qui ne s'est pas très bien passé. Alors, l'entreprise est encore vivante et un peu en difficulté, enfin en forte difficulté. Là, ce n'était pas du tout une problématique business, parce que le business est là, ils ont des clients, ils ont du chiffre. C'était plutôt une problématique de mauvaise organisation interne. Là aussi, encore une fois, en voulant gérer tout de A à Z, je gère mon business, je gère ma finance, je gère les sujets RH aussi, l'entreprise, parce qu'ils ont à peu près une dizaine de personnes. Bah, c'est une entreprise qui était très focalisée donc, du coup, sur tous ces aspects-là. Et en étant un peu éparpillé partout, on ne peut pas être vraiment focus sur les bons sujets. Et comme je vous disais, ils n'avaient pas de problème de clientèle, parce qu'il y avait déjà du chiffre d'affaires, il y avait déjà des clients. Mais ils ont rencontré une problématique de BFR et de trésorerie, comme le disait Abid tout à l'heure. Il y a du chiffre, il met du temps à rentrer. Les clients payent difficilement. Il faut pouvoir être là pour les relancer aussi derrière. Et en étant désorganisé comme ça, bah, on se retrouve à avoir des dettes qui s'accumulent et qu'on n'a pas forcément en tête non plus, puisque on veut gérer un peu tout et on peut passer à côté de certaines choses. Donc là, des problématiques de factures qu'ils n'avaient pas traitées, pas transmises, donc ils ne savaient plus que la dette existait. Des problématiques derrière sociales, puisque quand l'argent commence à se faire un peu plus rare, on essaie de moins payer certains fournisseurs, mais malheureusement aussi on va dire les URSSAF ou les caisses de retraite. Donc une dette qui s'accumule et un retard client qui continue à grossir, puisque la boîte a continué à grandir derrière. Mais donc, comme on le disait, ce BFR, on grossit, on a besoin de plus en plus de cash pour son activité. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, dans cette activité-là, c'était le cas. Et une entreprise qui s'est retrouvée en redressement judiciaire parce qu'à un moment donné, elle n'a plus pu faire face à ces dettes, on va dire, échues à court terme. On est rentré en cessation de paiement. Il a fallu donc, du coup, les protéger en se mettant en redressement judiciaire pour rattraper tout ça. Voilà. Donc là, cette fois-ci, donc plutôt un exemple où on s'est focalisé sur plein de choses en même temps, mais sans vouloir se faire accompagner, en ayant une vision difficilement axée sur ces sujets importants. On s'éloigne de ce qui se passe et de ce qui fait fonctionner l'entreprise, et derrière, on se retrouve en difficulté sans s'en rendre compte, alors qu'on avait quand même un beau potentiel, du business, des clients derrière, des salariés aussi, et malheureusement des difficultés qui sont intervenues au bout d'un moment. J'ai fini sur ces retours d'expérience. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Je suis à votre disposition pour y répondre. Et après, un peu plus en tête à tête s'il y a des personnes qui veulent échanger en direct sur certains sujets. Pour votre exposition, j'ai deux questions. La levée de fonds, c'est des dettes? Alors, c'est un emprunt, enfin, ça dépend. Si c'est dilutif, ce n'est pas une dette, puisque c'est du capital que vous levez, donc l'argent appartient à l'entreprise. Elle en dispose comme elle veut et elle n'a pas forcément besoin de le rendre. Une levée de fonds non dilutive, là, on parle d'emprunt, on parle d'avance remboursable. Là, c'est une dette qu'il faut rembourser. Hein, c'est comme un emprunt bancaire classique. Voilà. On a de l'argent qui nous arrive, on l'utilise, mais il faut le rembourser à un moment donné. D'accord, donc j'ai bien compris qu'il fallait se structurer, savoir à qui on adressait quoi. Et quand, selon vous, il est judicieux de faire des levées de fonds? Alors, c'est pas une question de quand, c'est pourquoi surtout. La première question, avant de dire quand. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de lever des fonds? Est-ce que je dois investir dans un produit qui va me coûter de l'argent en termes d'investissement? Et dans ce cas-là, si je n'ai pas l'argent tout de suite disponible, je n'ai pas suffisamment d'argent client, de chiffre d'affaires qui rentre, il faut que je fasse appel au crédit. Mais appel au crédit, encore une fois, il faut savoir pour quel intérêt. Si c'est si c'est le développement d'un produit qui va donner des répercussions à plus ou moins long terme, des fois, l'emprunt bancaire classique, si en tout cas on a la capacité d'emprunter, bien entendu, ça va être plutôt avantageux pour l'entreprise parce que les actionnaires sont non dilués, hein, ils restent avec leur même pourcentage de capital. Au contraire, selon les phases dans lesquelles on peut se situer, si on n'est pas en capacité d'emprunter et qu'on a quand même besoin de fonds pour un investissement de développement, de recrutement, de marketing, de développement commercial, des fois on est obligé de faire appel à une levée de fonds, donc cette fois-ci privée. C'est des investisseurs particuliers ou entreprises ou fonds d'investissement qui vont investir chez vous. Et là, on se tourne plutôt vers cette partie-là. Donc la première question, c'est plutôt pourquoi d'abord, et après, en fonction de pourquoi et si j'ai anticipé, quand c'est le moment, en fait, en gros, où vous avez besoin de commencer à lancer votre développement ou le moment où vous avez besoin de, par exemple, lancer une campagne commerciale pour accélérer votre produit, par exemple.
Et il faut l'anticiper, bien entendu, comme je vous le disais, parce qu'une levée de fonds privée, en tout cas dilutive, la levée de fonds, elle ne se fait pas en quelques minutes ou quelques jours. C'est des travaux qui peuvent durer longtemps. Et surtout dans une période comme en ce moment où les levées de fonds sont un peu plus difficiles, l'entreprise qui a besoin de lever des fonds, elle va peut-être faire appel à pas mal de monde avant, elle va peut-être subir des refus derrière. Et donc, il faut pouvoir anticiper un peu tout ça, parce que si vous avez toutes vos portes de sortie qui se ferment et que vous ne l'avez pas anticipé, bah, vous vous retrouvez en cessation de paiement et en difficulté de trésorerie. Ouais. Il y a un sujet que vous n'avez pas et qui est à l'ordre du jour, voire obligatoire en 2020, des factures électroniques. Oui. Ça va être fiabilisé un peu les clients et se faire payer. Et comment l'entrée dans l'automatisation, vous avez parlé de Penny Lane et tout ça, comment l'intégrer justement dans la comptabilité de l'entreprise? Alors, c'est un sujet qu'on suit depuis pas mal de temps, bien entendu, parce que ça devait être à l'ordre du jour et que ça a été encore repoussé. La facturation électronique, ça va être effectivement un petit changement dans le paradigme de la comptabilité, l'administratif. Une entreprise qui voudra se faire payer, si elle ne passe pas par le bon canal et qu'elle n'a pas les bons, on va dire, les bons outils pour pouvoir faire valider sa facture par son fournisseur la reçoit et peut la payer, ben, elle sera en incapacité de pouvoir encaisser son argent. Donc ça, c'est effectivement un nouveau changement dans les mœurs. Je pense à les entreprises qui travaillent des fois avec le public ou des fois avec des grosses entreprises. On peut se rendre compte que ce sujet, ma facture n'est pas arrivée à la bonne personne, elle s'est perdue ou ce n'est pas le bon service qui l'a adressé. Ça peut faire des problématiques. Là, ce qu'on pense par rapport à ce changement-là, c'est qu'on va quand même avoir une fluidité et on va gagner quand même pas mal de temps dans ce traitement administratif quotidien qui va permettre de fluidifier normalement les flux de trésorerie derrière. On va devoir pouvoir réduire ces BFR-là, puisque avant, quand on perdait du temps avec j'ai pas reçu votre facture, il faut la refaire, il faut la renvoyer à la bonne personne, bah, vous pouviez perdre 1, 2, 3 mois derrière, puis encore des délais de paiement qui sera allongés. Donc là, il n'y aura plus ce sujet-là. Ça sera instantané. Via ces canaux, ce qu'on appelle les PDP, ce seront les plateformes qui vont permettre de valider ces flux de facturation. Elles vont permettre d'aller plus vite et de gagner du temps. Et là, par rapport aux outils, on sait qu'il y a quelques acteurs qui sont déjà dedans, parce qu'on je vous dis, on le suit depuis pas mal de temps, ça devait arriver plus vite que prévu. Ces acteurs-là, on a déjà ciblé les prochains acteurs qui vont être validés par le gouvernement pour respecter justement ces normes et nomenclatures de facturation électronique. Donc pour nous, ça va être encore une facilitation de cette partie-là administrative. Ce sera les bons acteurs, et malheureusement, il y en aura peut-être certains qui vont disparaître aussi, mais on aura les bons acteurs qui vont pouvoir déjà intégrer ces outils-là, et on va dire que ça sera un peu plus transparent et un peu plus rapide pour l'entreprise pour émettre ses factures, mais également aussi pour les payer. Bonjour, merci pour vos témoignages, c'était très intéressant. Moi, j'ai deux questions en une. Je ne sais pas si elles vont se rejoindre, mais la première, c'est par rapport au troisième cas pratique, on va dire. Oui. Est-ce que leur faute, entre guillemets, c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas de DAF ou personne équivalente, ou est-ce qu'au contraire, ils avaient une personne, entre guillemets, dans les finances, et du coup, ça a été une mauvaise cohésion d'équipe, on n'a pas vraiment suivi la stratégie? Et la deuxième question, c'est quand on est une jeune entreprise, à quel moment, justement, on fait appel, entre guillemets, à un DAF ou équivalent? Est-ce que c'est au moment du business plan? Est-ce que c'est au moment où on fait les premiers 1 000 €? Est-ce que c'est au moment où on fait de l'emprunt? À quel moment, justement, on fait appel à une personne qui est dans les finances? Parce que moi, c'est pas forcément mon expertise. À quel moment on fait appel à cette personne et surtout qu'il reste au moins 1 an, 2 ans dans l'aventure pour pas se retrouver comme dans le premier cas, comme le monsieur dans la science et qui finalement met les clés sous la porte malgré les beaux signaux qu'il avait, quoi. Ouais, ok. Donc pour revenir sur la première question, là, dans le cas, c'est une personne qui pensait pouvoir maîtriser la partie administrative financière et qui finalement n'avait pas toutes les compétences. Et malgré les alertes qu'on a pu donner, persistait à dire je veux gérer cette partie-là, je la maîtrise, c'est mon sujet. Bah, finalement, voilà, on a vu que ça n'a pas été finalement le cas. Pour répondre à votre deuxième question sur le timing, à quel moment je peux faire entrer quelqu'un, je vous disais, ce n'est pas de l'ordre du fantasme. Il ne faut pas se dire, voilà, j'ai mon directeur financier ou ma directrice financière, ça coûte très cher, je n'aurai jamais les moyens de la faire rentrer. Comme je vous disais, il y a quand même des réseaux, il y a quand même pas mal de réseaux de directeurs financiers à temps partagé ou de responsables administratifs à temps partagé qui peuvent vous accorder du temps en fonction de vos capacités financières aussi, parce que c'est quand même des prestations qui se payent, mais qui vous permettent quand même de pouvoir avoir des compétences dans votre entreprise à moindre coût,
avec un temps limité bien entendu, mais qui vous permettent de répondre à des besoins que vous pouvez avoir tout de suite. Voilà, par exemple, ce sujet-là du business plan, vous n'avez pas encore votre expert comptable, parce que c'est aussi des fonctions qu'on peut gérer, mais vous n'avez pas d'expert comptable qui peut vous aider sur cette partie-là. Vous avez besoin d'un directeur financier qui vous aide à fiabiliser votre business plan, bah, vous pouvez le faire fonctionner dès le départ. Il n'y a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, il n'y a pas de timing finalement. C'est vraiment quand les choses, quand vous avez des besoins, vous pouvez faire appel à eux. Et effectivement, après, vous disiez, il faut que ça persiste, il faut que ça dure dans le temps. C'est sûr qu'un partenaire qui vous suit depuis le début ou pendant une longue durée, bah, il va être quand même plus efficace. Et pour vous, ça sera quand même plus facile et rentable, on va dire, de pouvoir faire appel à ses services et d'avoir un rendu qui corresponde à vos besoins. Donc oui, il n'y a pas de timing. C'est vraiment vos besoins qui vont dicter derrière on va dire, le retour ou l'utilisation de ces services. Ouais. Juste pour rebondir sur les deux éléments de question qu'il y a eu là, effectivement, il y a une histoire d'alliance et puis il y a quand même une histoire d'avoir une couche de vernis suffisant. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que c'est le dirigeant qui paye si ça ne marche pas. À titre financier, à titre énergétique, à titre d'estime de soi, à titre de divorce, j'en passe et des meilleurs. C'est extrêmement important de s'emparer de ces sujets-là pour savoir ce qu'on délègue et ce qu'on attend aussi de nos partenaires. Et ça, c'est absolument fondateur. Enfin, donc, effectivement, le job de dirigeant d'entreprise est un des jobs les plus compliqués au monde. C'est-à-dire que le matin, vous allez faire de la RH, 2 heures après, vous allez faire de la finance, vous allez lever des fonds, discuter avec votre avocat, gérer de la distribution, gérer du développement de produits. Donc, effectivement, c'est extrêmement exigeant. L'enjeu, par contre, c'est toujours de définir quelles sont réellement les priorités par rapport à la croissance de l'entreprise. Et le deuxième truc, c'est toujours d'avoir un œil sur qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on engage les dépenses, est-ce qu'il y a des problématiques de commerce, etc. Et puis, où est-ce que je suis engagée, moi, en tant que dirigeant. Quand on contracte effectivement des prêts, quand on se lance dans une levée de fonds, vous faites rentrer des gens dans la maison, c'est-à-dire qu'ils achètent un bout de votre entreprise. On peut même dire des fois le loup dans la bergerie. C'était mon exemple tout à l'heure. Ouais. Et ça peut être ça aussi. Donc, les sujets effectivement de levée de financement, d'alliance, de comment je finance ma croissance, de comment je travaille mes sujets stratégiques, c'est important d'être accompagné par des gens qui ne sont ni juges ni partis avec vous. Alors, c'est pas très politiquement correct, mais attention aux leveurs de fonds aussi. Leur intérêt, c'est que vous leviez. Attention aux avocats, leur intérêt, c'est aussi. Donc, il faut toujours se poser la question de OK, je m'entoure, mais ces gens-là ont des intérêts qui ne sont pas forcément les miens en tant que dirigeant. Donc, sans rentrer dans une paranoïa qui n'aurait aucun sens, il faut vraiment garder à l'esprit cette mécanique permanente qui est je dois décrypter l'intérêt de mon interlocuteur et quelle est l'alliance et la communauté d'intérêts entre nous pour éviter effectivement de se dire ça y est, je suis en banqueroute, c'est la faute de mon comptable, c'est la faute de mon leveur de fonds, c'est la faute de pas moi. La réalité, c'est quand vous êtes dirigeant, bah, c'est votre faute, quoi. Vous êtes seul responsable finalement à la fin. Vous êtes finalement le seul responsable. Oui. Et puis après, on va enchaîner parce que finalement, heureusement que Sacha n'est pas là parce que comme ça nous permettrait quand même d'avoir le temps pour iPaper. Après, en complément à ce qui a été dit, on parle beaucoup de finance et de technique autour de la finance. L'entreprise, c'est un véhicule, il y a un réservoir. Le cash, c'est ce qu'on met dans le réservoir. Il ne faut pas du tout oublier qu'il y a un cash d'exploitation qui vient de vos ventes et un cash hors exploitation qui sont les subventions, les prêts et les levées de fonds. Dans le ranking de ce qui coûte le plus cher en cash, c'est la levée de fonds dilutive. C'est-à-dire que vous allez acheter du cash en donnant un maximum de valeur. C'est là où vous allez payer le plus cher le cash que vous achetez. Alors, pas immédiatement, mais c'est la sortie. On est À la moins, sortie, on est moins actionnaire. Donc, et le deuxième truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le cash de vos clients, c'est lui qui permet d'aller chercher le cash du reste. Donc, quand on parle de finance, il faut impérativement parler de vente parce que c'est le point d'entrée. Et que derrière, vous pouvez prendre un très bon DAF, et il faut des DAF, etc. Je ne suis pas parfaitement d'accord, mais la data qui est absolument critique et le point de focalisation qui est absolument critique en point d'entrée, c'est votre connaissance du marché
Et c'est la promesse que vous allez pouvoir faire aux uns et aux autres, aux banquiers. Si je dépense du cash et je vous demande un prêt, je vais pouvoir le rembourser. Si vous voulez mettre de l'argent en dilutif et prendre des actions dans ma boîte, vous allez gagner de l'argent parce que je vais réussir à développer le chiffre d'affaires. Donc, le point critique de toute cette question est le binôme, parce qu'en fait, c'est un binôme qu'il faut faire, hein. On a beaucoup parlé de DAF, mais c'est un binôme. Vous devez avoir une expertise extrêmement poussée sur le marché et la data sur le marché, en même temps que vous devez avoir cette expertise financière. Et ça, on l'a un peu occulté dans le débat en se focalisant sur la partie effectivement financière. Mais ce sont vos clients, hein, et Nicolas l'a dit, ce sont vos clients qui vont vous faire vivre. Et ce sont vos clients qui vont faire que vous allez pouvoir obtenir du financement. Et c'est de plus en plus vrai, puisqu'effectivement, aujourd'hui, lever des fonds auprès de fonds de capital risque, bah, ça devient un exercice extrêmement périlleux. Tout à fait. J'ai une dernière question, elle va aller très vite. Alors, c'est une question comptable, mais elle n'est pas du tout technique. Tout à l'heure, Abid nous a présenté tout l'intérêt d'avoir des outils internes pour piloter son entreprise d'un point de vue financier et encore une fois d'un point de vue commerce. On peut aussi solliciter en parallèle son cabinet d'expertise comptable pour réaliser un arrêté comptable semestriel et d'avoir une vision au 30 juin pour les entreprises qui sont sur une année civile. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques? Est-ce qu'il y a des entreprises privilégiées pour réaliser, pour vous solliciter, pour faire cet arrêté à 6 mois? Ça va être vraiment en fonction des besoins, même sans faire un arrêté semestriel. Il y a des choses un peu plus light, on va dire, en termes de rendu de travail, un tableau de bord avec quelques données, on va dire, clés. On parle de données passées, ça c'est important, mais aussi de données prospectives avec des prévisionnels, comme on parlait tout à l'heure de business plan, de mise à jour de ces données commerciales, donc avec l'aide de l'entreprise ou de ses partenaires qui sont sur la partie e-commerce. Mais voilà, il y a vraiment d'autres outils au-delà de l'arrêté purement, on va dire, comptable, qui permettent de piloter l'entreprise sans forcément attendre un vrai bilan ou un vrai arrêté intermédiaire. Eh ben, merci. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer du coup à la dernière partie. On va parler des outils. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Allez, allons-y. Bonjour à tous. Donc Mathieu, moi je suis directeur général et associé d'Arnaud Pinte, où on a créé ePaper, une société de conseil. Donc pour vous faire une histoire très rapide, nous on a travaillé pendant 15 ans ensemble dans la même société de conseil et d'ingénierie. Et on a adressé des marchés en France avec des activités à l'international. Et on a lancé l'entreprise il y a 3 ans, toujours dans cette dynamique du consulting, avec une spécialisation qui est autour de la data et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est que beaucoup d'entreprises, en fin de compte, les grandes sociétés de conseil et d'expertise s'adressent aux grandes sociétés. Et au milieu, il y a tout un écosystème de PME, jamais on peut démarrer aux ETI, mais des PME, des startups et des scale-up qui sont un petit peu les parents pauvres. Et on a voulu, nous, avoir un équilibre en continuant pour une logique financière de travailler avec des grands comptes, mais d'apporter notre expertise à 20% de notre activité à cet écosystème qui ne bénéficie pas de ce haut niveau d'expertise. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ePaper avec une première volonté, c'était, vu qu'on était dans un très grand groupe très processé, on avait des postes à responsabilité, on s'ennuyait un petit peu et on voulait revenir déjà sur le sens, sur le bien-être, et ePaper, I comme intelligence collective. Et pour l'anecdote, Paper, c'est du poivre, et dans le poivre, il y a de la piperine. Et dans la piperine, il y a un actif qui permet de générer de l'endorphine. Donc, le bien-être. Donc, vraiment, on a voulu arriver sur le marché avec cette spécialisation de data, avec cette approche de bien-être. En 3 ans, on a eu un développement assez rapide. Donc, le Barricent, évidemment, on a lancé à Sofia, on s'est lancé ensuite à Aix, à Nantes, à Lyon et à Paris. Donc, aujourd'hui, on est plus de 90 personnes avec une croissance de chiffres assez importante. Donc, tous ces sujets de pilotage financier, c'est notre quotidien. Et vu qu'on a beaucoup de conseils, c'est de l'humain, donc on a besoin d'un BFR assez important parce que plus on fait de volume,
plus on a besoin de trésorerie, vu que les délais de paiement ne sont jamais évidemment liés à la date où on doit payer les salariés. Donc pour nous, c'est une quête continue, et plus on génère de la croissance, plus on a besoin de BFR. Donc, un petit tips, mais on pourra en parler après. Nous, on dissocie le pilotage entre, je dirais, la marge opérationnelle et les OPEX derrière, enfin tous les coûts d'exploitation. Ce qui permet moi j'aime beaucoup la phrase qu'on entend très régulièrement, la première levée, c'est le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, il faut que ça se pilote au niveau d'une marge opérationnelle extrêmement rapide, et après indexer les coûts d'exploitation pour effectivement avoir une projection jusqu'à l'EBITDA. Donc, on s'est lancé, je vais passer rapidement, mais un point important sur notre positionnement, c'est vrai que venant de sociétés de conseil, souvent on a l'image des ESN, on a effectivement une activité similaire, mais on a une activité de solutions et de produits, je vais revenir dessus juste après. Mais un point important pour nous qui était je dirais une colonne vertébrale de notre entreprise, c'est les valeurs. Souvent dans les grandes entreprises, on perd cette notion de valeur parce qu'elles sont plus incarnées, elles sont plus marketées. Et on voit dans l'écosystème des startups, des PME, les valeurs, elles ont tout leur sens. Et vraiment, ça, c'est un point très important de ne pas les perdre. C'est une colonne vertébrale de l'entreprise qui est très, très importante. Donc, la flexibilité, pour nous, c'est la flexibilité des contrats. On travaille avec beaucoup de compétences. Ces compétences-là, on n'a pas la velléité qu'ils soient tous salariés. Donc, ils ont la possibilité d'être en portage, d'être indépendants ou d'être salariés dans l'entreprise. La transparence, on parle de finance. Pour nous, la transparence, en fin de compte, c'est évidemment l'engagement et la responsabilité du dirigeant, mais elle doit être, pour nous, c'est notre philosophie, c'est nos valeurs. On est totalement transparent sur le chiffre, sur ce qu'on réalise, sur les éléments financiers. Et plus on sensibilise les salariés à tout en vulgarisant, mais en leur apportant ces niveaux de complexité, c'est hyper important parce que c'est leur adhésion et c'est les aider à comprendre les mécanismes de l'entreprise. Un salarié qui voit juste le chiffre d'affaires évoluer te dit, mais quelle entreprise rentable? Ce n'est pas forcément une réalité. Donc pour ça, il faut bien expliquer et décortiquer, je dirais, les différentes étapes qui arrivent jusqu'à l'EBITDA. Et nous, on assure cette transparence à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre l'avancement, l'évolution, les choix d'investissement. Voilà, c'est une nécessité pour nous d'onboarder tout le monde par cette transparence des chiffres. L'innovation, c'est un point clé et je vais laisser la parole aux experts juste après. L'inclusion et l'éco-responsabilité sont des valeurs personnelles qu'on souhaite incarner au niveau de l'entreprise. Sur nos expertises, 3 axes, donc tout ce qui est data platform, donc plutôt DevOps, SecOps, la partie intelligence artificielle, qui est un vrai sujet évidemment. Hein. On a vu sur les levées de fonds les tendances. Hier, on a assisté avec Amadeus à une conférence qui était dédiée à l'intelligence artificielle. On voyait qu'en 2023, l'intelligence artificielle est un levier énorme des levées de fonds, mais au final, l'intelligence artificielle n'est qu'une techno. Encore une fois, c'est qu'un moyen d'aller chercher la priorité, c'est le chiffre d'affaires. Et l'intelligence artificielle, il ne faut pas la négliger. Soit on passe à côté et puis on subira les outils qui arriveront sur le marché, soit on l'implémente dans l'entreprise avec un seul enjeu, c'est qu'il apporte de la valeur. Sinon, ça ne sert à rien. Donc l'intelligence artificielle, j'automatise des tâches, donc je vais améliorer, je dirais, mon exploitation pour consacrer mon énergie sur des valeurs ajoutées et je vais automatiser le maximum. Ou j'ai beaucoup de data. Et au final, la data, c'est de l'or, que ce soit en finance ou que ce soit sur des données commerce. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'analyse? Comment je l'exploite? Et comment je vais au-delà? Architecture et développement, donc toute la partie, je dirais, développement. Pour faire simple, sur nos modes d'intervention qui vont être plus explicites, on intervient dans les grands comptes essentiellement en mettant à disposition des ressources. On a ensuite un centre de delivery qu'on avait monté initialement pour accompagner les startups et les PME. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on développe avec des solutions, et c'est pas... On perd beaucoup de temps et au final, il vaut mieux parfois s'adresser à des experts qui vont gérer ça et gérer la charge pour que les dirigeants de start-up, scale-up, PME se focalisent sur leur activité et pas s'éparpiller. C'est un petit peu à l'instar de la finance. Parfois, faut s'appuyer sur des experts comptables au même titre. Donc, on a, force de ça, donc on a fait ce delivery qui permet d'accompagner, on fait de l'assistance technique et on a eu la chance, venant de grands cabinets, d'avoir un écosystème, de nos fondateurs, enfin, des personnes qui nous accompagnent, qui est un investisseur depuis le début, était le patron de l'innovation du groupe Amadeus. Donc, on a eu cette chance d'avoir des regards avisés et d'être entouré par des experts de très, très haut niveau. Et on avait, nous, un vrai problème. Vous parlez de gestion de ressources tout à l'heure. Nous, c'est une priorité, la gestion des ressources et l'accompagner sur le recrutement.
on était dans notre grande entreprise, on avait des batteries de ce qu'on appelle de chargés de recrutement qui faisaient du sourcing sur des job boards, etc. Et nous, on a fait le choix d'automatiser cette partie-là pour consacrer les ressources humaines sur leur vraie valeur ajoutée, c'est l'échange et l'humain. Donc, on a automatisé et puis cette solution a eu un franc succès parce qu'elle permet aussi de faire la gestion de ressources dans les grands groupes. Et on a commencé à décliner, à se dire, mais pourquoi on n'irait pas plus loin et d'accompagner aussi les startups et les scale-up en intégrant de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle commence à être l'acculturation et le pas en ce moment. Si on prend des données, pour vous dire, 24% des entreprises de Danemark intègrent des outils d'intelligence artificielle. En France, c'est 8%. On est extrêmement en retard. On est encore à une période de sensibilisation et d'acculturation. En réalité, c'est un vrai levier. Encore une fois, il ne faut pas le subir. Donc, on a accompagné les startups et scale-up sur la partie on va gérer l'IT. Et puis, très rapidement, on a dit on va apporter de la valeur via l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, on a permis à certaines startups d'aller chercher plus de chiffres grâce à l'intelligence artificielle et avec différents cas d'usage, typiquement sur le reporting, sur le développement, sur le safety, sur tout ce qui est document management. Je vais passer très rapidement parce qu'on a des cas d'usage extrêmement concrets. Voilà, on va comme ça, je vais passer la main à Kwan, donc, qui est notre expert, qui va vous faire un petit retour d'expérience. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais présenter un cas concret, une de nos interventions. Donc, le problématique de ce cas, c'est une agence de voyage d'affaires digitalisée. Donc, ils sont en hyper croissance depuis plusieurs années et le volume de dossiers à traiter par jour, on parle de dizaines de milliers de dossiers. Et donc, ces dossiers sont traités la plupart par des automatisations, mais aussi par le côté offline, donc par les humains. Et ce qu'ils ont rencontré, c'est que vu qu'ils sont en hyper croissance, il y a toujours des nouveaux produits, des nouveaux projets qui sont implémentés. Forcément, il y a des erreurs. Voilà. Il y a des erreurs du côté humain et des erreurs du côté système aussi. Et les erreurs ne se trouvent pas que de leur côté, les erreurs se trouvent aussi du côté de leurs fournisseurs. Donc, ce qu'ils souhaitent mettre en place, c'est un système de rapprochement au niveau de facture, de sorte qu'ils puissent détecter les anomalies au plus tôt dans leur système ou des erreurs du côté humain pour pouvoir reformer le staff au plus vite et aussi pour avoir une maîtrise à une granularité très fine, c'est-à-dire vraiment au niveau facture. Voilà. Et donc, ce qu'on a mis en place pour eux, c'est une plateforme vraiment de bout en bout, c'est-à-dire ça prend les flux de données entrant, donc ça c'est la facturation du côté fournisseur, jusqu'à l'écriture comptable, donc exportée dans leur logiciel comptable qui est Sage. Au milieu, on a des algorithmes d'automatisation. Et puis, il y a aussi tout ce qui est interface pour le back-office pour pouvoir travailler, vérifier les rapprochements automatiques, traiter des cas où les algos ne peuvent pas faire. Donc, souvent, c'est des anomalies, hein, justement. C'est ça l'intérêt de cette approche. Et puis, le côté, une interface d'administration pour pouvoir gérer tout le flow. Donc, voilà, donc c'est vraiment un process qui va de bout en bout automatisé en mars. Le résultat, donc avant notre intervention, ils ont fait des tentatives de rapprochement automatique et ce qu'ils ont réussi, c'est 80%. Et vu le volume, on parle de dizaines de milliers de fichiers par jour, de dossiers, bon, les 20% restants, en fait, c'est tellement volumineux que les anomalies, les vrais problèmes se noient totalement là-dedans. Donc, à la fin, ils avaient quelque chose, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, voilà, il y a des problèmes et donc il faut qu'ils souhaitent régler rapidement pour garder aussi l'image auprès de leurs clients. Et puis, avec notre intervention, on a pu augmenter le taux de rapprochement à 98-99%. Ce qui fait que le reste,
c'est 10 à 20 fois moins pour le back-office, et ça, c'est une vraie anomalie à analyser. Donc, c'est humainement faisable pour le côté back-office. L'année dernière, donc, voilà, quand on arrive au bout, pour exporter des écritures à ça, voilà, autour de 10 millions d'écritures générées automatiquement. Et puis ça a permis, voilà, surtout de voir les problèmes du côté fournisseur, de voir les problèmes du côté interne et récupérer aussi de l'argent qui sont, entre guillemets, perdus sur les deux côtés, hein. C'est-à-dire, des fois, ils ont été facturés à tort, ça arrive. Et vu qu'on parle de millions de factures, ça se noie là-dedans, donc ça ne se voit pas si on ne va pas à cette granularité. Et des fois, ils ont oublié aussi de facturer leurs clients. Voilà. Donc ça arrive sur les deux côtés. Et donc, grâce à cette plateforme de rapprochement automatique, donc le ROI était très, très rapide. C'est tous les mois et ça se voit tout de suite et que les erreurs sont corrigées au fur et à mesure. Ça permet une amélioration continue de leur système. Donc voilà, donc du coup, ce qu'on pouvait proposer, c'est que la plateforme, c'est notre savoir-faire. Il y a la partie standard, donc tout le workflow, qui peut être appliqué à n'importe quelle société. Et puis, bien sûr, après, quand on parle de l'automatisation, et pourquoi il faut avoir de l'expertise en termes d'analyse et traitement de données, c'est qu'il y a aussi des implémentations spécifiques pour le besoin de chaque entreprise pour adapter à vos structures de données, voilà, les factures entrantes, les factures sortantes. Donc ça aussi, il y a la partie spécifique à prévoir, mais la plus grosse partie, c'est la partie standard, donc toute la plateforme qui est déjà en place et qui peut être implémentée pour les clients de Yasso. Oui, Younes. Du coup, moi, c'est Younes Amri, je suis data scientist chez ePaper et bon, j'ai travaillé sur une solution qui, je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT, je pense que je ne vous révèle pas une nouvelle vérité. Là, maintenant, tout le monde l'a utilisé, mais c'est quoi le grand inconvénient? C'est que il ne s'adapte pas à mes données. C'est pas ce que je fais, il répond assez génériquement et si on veut qu'il s'adapte à nos données, il y a la grosse problématique, c'est qu'on ne sait pas où nos données partent. Et c'est là où, dans notre cas de figure, dans notre cas d'usage, on a eu un promoteur immobilier qui avait cette problématique et voulait utiliser de l'intelligence artificielle et il voulait utiliser un assistant intelligent pour analyser ces différents flux financiers et savoir où il en était, avoir des analyses à partir d'un assistant virtuel. Du coup, pour ça, on a intervenu chez lui et on a créé un assistant virtuel qui permet de créer des sortes de dashboards à la demande. À la place d'avoir, par exemple, sur Power BI ou sur Excel, on a des dashboards qui sont déjà préfaits avec énormément d'informations. Assez souvent, on n'a besoin que d'une seule information parmi l'ensemble de ces éléments. Là, on pose la question et il nous répond avec l'information sollicitée. Là, c'est juste un exemple de l'utilisation de ce chatbot. Là, on lui demande juste de nous sortir le chiffre d'affaires du mois de mars. Et une fois qu'on a fait cette demande, il nous renvoie le chiffre d'affaires du mois de mars avec sa répartition et l'évolution de ce chiffre d'affaires. Du coup, ça, c'était pour la direction financière. Bien sûr, cet assistant peut aussi fonctionner sur différentes typologies de données, mais sur l'aspect financier, c'est quelque chose qui permet aussi de faire certains types d'analyses. Maintenant, si je veux déployer cet assistant chez moi, il y a deux solutions. Soit on a notre base de données financière, on a nos données financières qui sont dans la maison. Et du coup, là-dessus, il faut un développement assez spécifique pour ce type de base de données. Soit avec DSO, si vous êtes partenaire de DSO et que vous avez vos données financières qui sont chez DSO, derrière, il y a une solution interne qui permet de faire cela.
Top. Hop. Bah, merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, apparemment, c'était très clair. Pas de questions? Pardon? Vous avez parlé de la cybersécurité, on ne sait pas où partent les données. Et justement, elles sont gérées où, les datas de l'entreprise? Elles sont stockées chez vous, chez le client et où? Pour le stockage de données, ça dépend de votre format que vous voulez. Par exemple, si vous avez vos données financières qui sont stockées d'ores et déjà chez vous, derrière, il faut une installation spécifique pour que le modèle prenne les données de chez vous et les garde chez vous, qui ne passent pas par des serveurs qui sont aux États-Unis, par un chemin, on ne sait pas par où elles passent. Ces données vont être gardées chez vous et le modèle va tourner chez vous pour répondre à vos questions. Maintenant, si les données sont stockées chez des experts comptables, parce que bah, c'est leur métier et ils ont besoin de ces informations, bah, il y a toujours cette garantie de l'expert comptable pour qu'il puisse garder la souveraineté de votre donnée et il y a toujours tout ce qui est contractuel derrière pour ce type de données. Et on dit que l'IA, il faut la nurturer, c'est-à-dire la former à ce que vous voulez. Juste là, monsieur, qui a contrôlé l'IA pour savoir que vous étiez arrivé à 90? Alors, le cas, le premier cas, en fait, c'est des algorithmes d'automatisation. Donc, c'est extrêmement, je vais contrôlable parce que je l'ai créé moi-même. Donc, non, je veux dire, je sais parfaitement pourquoi il a rapproché telle facture à telle facture. Voilà. Donc, c'est le niveau de transparence, c'est 100%. Et pour revenir à votre première question, à Jounès, en quelque sorte, le modèle IA dans ce deuxième cas, il n'a pas forcément besoin d'accéder à vos données. Il a besoin de connaître la structure de vos données. Et comme ça, à partir de la question, avec sa compréhension de la question, avec la connaissance de la structure de données, il arrive à générer les bonnes requêtes et qui tape dans la base de données qui peut être n'importe où. Donc, dans le cas de SO, par exemple, ça reste là où c'était, quoi. Voilà. La dernière question, donc, l'utilisateur a besoin d'une formation IA, savoir comment poser la question et savoir comment poser sa question. Que l'IA la comprenne. Effectivement, là-dessus, bah, c'est ce qui s'appelle un peu le prompt engineering. Ça, on va dire, il y a des formations là-dessus, mais assez souvent, ça vient par la pratique. C'est au fur et à mesure, je pense qu'on a tous été dans ce cas de figure où au début, il répondait absolument à côté de la plaque et au bout d'un moment, on arrive à comprendre un peu son langage et derrière, bah, on s'améliore au fur et à mesure. Et ça, pour moi, en termes, mes propres préconisations là-dessus, c'est vraiment, et c'est une des méthodes qu'on utilise chez ePaper aussi quand on implémente ce cas de figure, c'est on demande à l'utilisateur au début de l'utiliser assez souvent pour voir aussi les failles de ce type de modèle et les contrer par d'autres améliorations et d'autres initiatives qui pourraient améliorer le retour du chat. Voilà. On peut l'affiner pour lui donner des catégories. C'est-à-dire que vous avez cette interface conversationnelle et vous allez lui demander, par exemple, vous allez pouvoir choisir le chiffre d'affaires sur la partie dynamique, soit sur la partie compte de résultat. Donc, naturellement, vos questions sont simples. Après, on peut affiner. Mais plus il est appliqué, plus les prompts sont simples. Si vous comparez à ChatGPT, vous faites des prompts pour accéder à des données qui sont sur le web et qui sont partout. D'où la nécessité d'affiner votre prompt. Là, dans les cas d'usage, c'est vos données, donc les prompts sont beaucoup plus naturels en réalité. Et je veux dire, il y a
on travaille en continu pour améliorer le produit. Et de toute façon, il y a déjà une partie de prompt engineering qui est implémentée à l'intérieur de l'application. Le but étant de permettre à l'utilisateur de poser la question de la manière la plus naturelle possible. Parce que justement, le but, c'est pour que quelqu'un qui ne connaisse pas comment on fait des requêtes dans une base de données, puisse poser des questions et que c'est au moteur, au modèle IA de le traduire en SQL. Voilà, c'est ça le but. Bonjour. Une question, le coût d'une telle technologie, est-ce qu'on peut s'adresser déjà à des entreprises de petite taille ou il faut quand même avoir un chiffre d'affaires assez conséquent pour assumer? Parce que c'est intéressant justement aussi pour les petites structures qui perdent beaucoup de temps et d'argent aussi à avoir des personnes qui font de telles manipulations. Alors justement, le coût d'une technologie de GPT pour le côté finance comme ça, l'avantage, c'est que là, c'est des outils spécialisés, donc ça nous permet d'employer des modèles beaucoup plus petits que ChatGPT. Pour vous donner une idée, hein, GPT-4, c'est à peu près 1750 milliards de paramètres, 1750. Et là, on part sur des outils de 7 milliards, donc ça fait à peu près deux bandes cartes graphiques quoi, pour pouvoir faire tourner exploiter le modèle IA. Donc, en termes de coût de carte graphique, c'est quelques milliers. Voilà. Et puis le coût d'implémentation, bien sûr. Mais après, justement, l'avantage d'associer avec les SO, c'est que le coût d'implémentation, en quelque sorte, est mutualisé dans le sens où c'est la même structure de données. Donc, le modèle, le côté connaissance de la base de données, c'est déjà fait pour tous les clients de DSO qui hébergent leurs données chez eux. Voilà, pour être transparent en termes de coût. Je vais vous apporter un complément de réponse. La première question, c'est déjà, qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui de le faire? Il faut comparer à ce qui est comparable. Si vous avez une personne dédiée à faire de la saisie de facture, que vous pouvez automatiser, si vous automatisez, vous gagnez évidemment le coût du salarié. Alors, pour mettre le salarié sur d'autres sujets, hein, le sujet n'est pas là, mais vous pouvez comparer ce coût-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous avez des organismes, enfin, vous avez la BPI aujourd'hui qui aussi accompagne. Il y a des programmes qui accompagnent sur l'innovation, qui permettent, selon différentes phases, d'avoir des phases de diagnostic, des phases de réalisation, de déploiement, qui ont des enveloppes d'accompagnement qui prennent jusqu'à 50% du coût. Donc, il y a aussi des moyens qui aident. Pour vous donner une estimation, c'est la difficulté parce qu'elle est toujours liée à qu'est-ce que vous attendez, à la complexité des datas, est-ce que c'est des sources internes, est-ce qu'il faut les coupler avec des données externes, etc. En moyenne, on est sur des enveloppes qui peuvent aller de 10 à 40 000 euros avec de la maintenance derrière. Donc, ce qui reste extrêmement faible, si vous le comparez à des coûts salariés que vous allez devoir amortir, mais que, in fine, reproduiront toujours les mêmes tâches. Moi, j'avais une question par rapport à ces modèles. Est-ce que, alors, dans les accompagnements que font le village, etc., on a une matrice d'analyse, mais qui est assez standardisée, qui va analyser tout l'écosystème extérieur de l'entreprise, justement dans la démarche d'analyse stratégique. On a une démarche qui est très carrée, on va chercher des tendances, donc on a besoin d'aller se nourrir de données qui sont disponibles sur le web, en réalité. Est-ce qu'on pourrait avoir le même type de démarche pour lancer une IA qui nous sort les tendances qu'on sait spécifier et qu'on va aller chercher? Par rapport à ce type d'IA, le grand challenge qu'il y a sur ce type d'IA, c'est d'avoir des sources définies d'informations. C'est-à-dire, imaginons, on a une source d'information, c'est New York Times ou quelque chose de la sorte. Si on a une source ou plusieurs sources qui sont d'ores et déjà définies, mettre en place ce type d'intelligence artificielle est totalement faisable. Il y a le deuxième cas de figure où il faut qu'ils cherchent tout Internet. Ça, il faut du matériel derrière,
c'est faisable en termes de faisabilité, mais en termes de coût, est-ce que c'est intéressant? Je ne pense pas. Ce qui est c'est intéressant potentiellement pour ChatGPT qui ont les infrastructures et derrière le financement possible, mais derrière, pour des personnes qui vont rentabiliser ça à des milliers d'euros, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est si on a vraiment des sources déjà définies, on a des sites web, on a des bases de données, on a des référents. Là, c'est extrêmement intéressant et c'est faisable et même faisable rapidement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une question en visio? Ah. Visiblement non. Tout le monde est encore là, mais pas de questions. Mais si pas de questions dans la salle, de toute façon, moi, je vous invite à rester un peu avec nous pour échanger de façon informelle suite à la clôture de cet événement. Merci énormément aux intervenants. Je pense qu'on a brassé assez large la thématique. Enfin, après, vous nous direz en individuel tout ce que vous avez pensé de cet événement-là. C'est précieux pour nous parce que ça nous permet de les faire évoluer aussi. Et là, ce qu'on a voulu, c'est brosser vraiment un large spectre entre le pilotage, la construction d'un business plan, le commerce, la relation avec ses partenaires comptables et ses partenaires IT. Donc forcément, on est resté un peu en vernis sur toutes les thématiques, mais sentez-vous libre de nous faire part de là où on pourrait approfondir sur d'autres événements à venir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous invite à aller boire un verre ensemble et manger un morceau. Merci beaucoup.